Salut Rodolphe, ça va? Ça va très bien, Thibaut. Bah, écoute, je suis content de te retrouver pour ce nouvel épisode du BJJ Corner. Donc, tu nous parles de quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais parler de Jiu-Jitsu et d'Internet, des sites de technique, de YouTube et compagnie, voilà, de tout ce qu'Internet a changé dans l'apprentissage du Jiu-Jitsu. Ensuite, je parlerai des remises de ceinture, des passages de ceinture, D'accord. les critères, etc. Mhm. Ah, Différentes on est en plein dedans, anecdotes. là, c'est la fin d'année. Ouais. Ouais, justement, c'est pour ça, je pense que c'est le moment d'en parler. Et puis je finirai par un petit conseil de vidéo à regarder, et ça sera Royce contre Kimo, un combat old school. D'accord. Bah, en fait, c'est mon anniversaire, là, au moment où ce podcast sera diffusé. Du coup, je vais te parler un peu de. Je vais faire un petit point sur ma pratique du sport et te dire ce que ça m'a apporté, en bien comme en mal. Voilà, j'essaierai d'être le plus objectif par rapport à mon cas personnel, en tout cas. Ensuite, je te parlerai du jeu dans le Jiu-Jitsu, ce qu'on peut considérer comme être son jeu et quel est l'intérêt de trouver son jeu en fait. Et dans la troisième partie, je te parlerai de jeu mais d'une autre manière. Je te parlerai de mind game. Tu verras ce que j'entends par là. Ça Ok, te va comme bah, programme? un programme bien sympathique pour ce troisième épisode alors. Allez, c'est parti. Troisième épisode du BJJ Corner. Os. Go! BJJ Corner. Bon, qu'est-ce que tu racontes depuis la dernière fois, Thibaut? Bah, ces 2 dernières semaines, les entraînements ont continué. On est en fin d'année là. Et souvent en fin d'année, on enseigne les techniques les plus avancées. Donc des trucs comme la 50-50, tout le jeu en lapel, les worms, etc. Bref, tout ce qui est un peu, encore une fois, du jiu-jitsu dit moderne. On fait souvent ça vers la fin de l'année, puisqu'on estime qu'à la rentrée, on a quand même pas mal de débutants qui arrivent. Et c'est quand même mieux de les accueillir avec des bases, des concepts de base et complexifier un peu les choses au fur et à mesure. Ah, il y a un peu plus de liberté dans l'enseignement des techniques fin Oui, d'année, quoi. voilà. Donc on est un peu dans cette vibe en ce moment. Et du coup, sur toutes ces gardes, les choses se développent beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de réflexion au niveau des instructeurs, des combattants, etc. Et tu as beaucoup de ressources aujourd'hui sur Internet, sur comment gérer ces gardes, comment les attaquer, etc. Il y a énormément de choses qui se passent maintenant aujourd'hui sur Internet. Donc, que ce soit des simples techniques YouTube ou alors les sites de techniques, les gros sites de techniques avec les combattants actuels comme Athos, donc que ça soit Galvao ou les Mendes ou etc. Donc voilà. Donc ça m'a fait me faire réfléchir à l'importance qu'avait Internet aujourd'hui dans le Jiu-Jitsu. Mhm. Il faut bien comprendre que quand nous on a commencé, donc je parle vraiment du tout début, c'est-à-dire qu'on a connu en fait le jiu-jitsu en 96. Suite à notre premier stage, il n'y avait pas de club en France et du coup on s'est entraîné entre nous. Et on avait donc comme support de base le stage qu'on avait fait
et on s'est rapidement procuré des cassettes vidéo, des VHS. Ah, les VHS, ouais. Voilà. Et en gros, nous, on les saignait, on les regardait en boucle et on répétait tous les matins ces techniques-là. Il n'y avait pas vraiment d'alternative, hein, finalement. Non, il n'y avait pas grand-chose. Je crois qu'à Vincennes, au Cercle-Tissier, ça commençait, mais nous, on habitait loin, on était jeunes, pas véhiculés, etc. Donc c'était compliqué. Là où on était, il n'y avait absolument rien. Donc en fait, dès le départ, nous-mêmes, bien qu'il n'y avait pas YouTube et compagnie, on peut aussi se dire qu'on était aussi produit d'un enseignement par vidéo quelque part. Ouais, bien sûr. Et je pense honnêtement que ça nous a rendu, ça nous a donné des bases correctes. C'est-à-dire que quand on est arrivé pour la première fois en club, on avait déjà un bon niveau parce que justement on avait beaucoup répété ces bases-là, vues sur VHS, etc. Donc tout ça pour dire que les moyens de communication de manière générale se sont vachement développés et du coup ce qu'on avait à l'époque par cassette vidéo, VHS, etc. on l'a aujourd'hui par YouTube et des sites internet dédiés de techniques. Donc je me souviens qu'à l'époque on était tout le temps à la recherche justement de supports pour s'entraîner. Donc que ça soit les cassettes vidéo des Grécy, les Grécy instructionnels, les basiques, intermédiaires, je me souviens qui était très bien faite. Qui était très bien faite, ouais. Bon, il y a quelques techniques qui sont un peu discutables. Si on les revoyait aujourd'hui, il y a vraiment des techniques qui sont le passage de garde où tu mets la main. Exactement. Voilà, passage de garde, tu donnes un triangle. Tu donnes un triangle, tu vas chercher le col opposé. Enfin, là, Mais bon, c'est ce que Royler faisait à DCC. Hein. Oui, d'ailleurs, il se prenait les triangles. Mais il sortait, mais jusqu'à ce que Eddie Bravo lui en mette un. Ouais, mais enfin, Rickson le montrait un peu différemment, etc. Mais bon. Il y avait un danger sur. Bon, après, c'était aussi les techniques de l'époque, hein, et je pense qu'ils remontraient eux-mêmes des techniques. Oui, voilà, c'est ce qu'on leur avait enseigné. Ouais. Et donc, bref, je me souviens qu'on était tout le temps à l'affût de vidéos, etc. Que ça soit de vidéos de technique ou de vidéos de combat. Je me souviens même qu'à l'époque, c'était vraiment il y a longtemps, il y avait quelqu'un qui s'était spécialisé dans la vente de VHS. C'était un Brésilien, non ? Je crois pas, non, je crois que c'était un Australien. D'accord. Alors peut-être lui avait récupéré les vidéos d'un Brésilien qui était, je crois, Paqueta, un truc comme ça. Ah voilà, moi je parle de lui, le mec qui avait plein de footage, entre guillemets, des vidéos de compétition, le combat il y avait un street fight de Ryan Gracie, je crois qu'il avait mis en ligne quelques années plus tard. Oui, possible. Dans une espèce de villa. Contre Zico ou Tico. Ouais, un combat qui dure 40 minutes, assez rageux d'ailleurs. Ouais. Non, mais là, moi, c'était je crois que c'était un Australien, qui s'appelait Andrew Smith, un truc comme ça. Ouais, mais ça me dit quelque chose, effectivement. Il vendait des VHS, donc tu commandais, et tu recevais ta VHS par la poste, et tu avais des combats. De Jiu-Jitsu ou même de MMA à l'époque. À des prix exorbitants, j'imagine. Ouais, c'était assez cher, mais tu arrivais à avoir des combats de Rickson ou de Royler, tu avais des vidéos de compétition au Brésil. À l'époque, comme je dis, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait absolument rien. Donc c'était vraiment un collector, c'est-à-dire que tu arrivais à avoir une vidéo des anciens mondiaux avec Royler à l'ancienne époque, etc. Donc c'était vraiment Et nous, on était à l'affût de ce truc-là. On était tout le temps en train de rechercher ce qu'on appelait des rare footage, c'est-à-dire des vidéos relativement rares où on voyait Rickson, je me souviens, on voyait Rickson tourner avec Royler en nogi à la fin d'un séminaire, où on voyait Rickson à la fin d'un séminaire en Allemagne qui tournait avec tous les participants les uns après les autres. Et donc voilà, on était déjà quelque part, nous aussi, en train de rechercher de la vidéo, quoi. Donc maintenant, bien sûr, YouTube a explosé, Internet de manière générale a explosé, et maintenant, tu as énormément de choses disponibles à tout le monde très vite. Donc c'est forcément a priori une bonne chose pour le jiu-jitsu, pour le développement. Je pense d'ailleurs que ça a contribué vraiment à améliorer énormément le jiu-jitsu mondial. Faut bien voir qu'à l'époque, les techniques, c'était quelque chose d'un peu secret, qui se travaillait dans une académie, développait un truc, ça se diffusait pas direct, quoi. Je sais pas si on en a parlé au cours du dernier BJJ Corner ou entre nous, mais effectivement, je me rappelle que nous, quand on a commencé, une période on faisait pas mal d'omoplata au club, et c'était pas, quand on allait en compétition en France, il y avait quand même peu de clubs qui le faisaient, je me rappelle.
Et maintenant, ça n'existe plus, ce genre de truc. Ouais. C'est-à-dire que, voilà. Maintenant, c'est l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, tu vas avoir une ceinture bleue de ton club qui est tombée sur une vidéo, Ah qui oui. va te faire un truc et dire ouais, j'ai vu ça. Ah ouais. C'est un peu l'inverse. Là, c'est ce qu'on disait la dernière fois. C'est aujourd'hui du lapel, même dans n'importe quel club, Ouais. tu vas en trouver parce que le mec, il a internet, il aura vu ça. Oui. Il aura peut-être passé plus de temps que toi à regarder une instructionnelle d'un mec qui est ultra calé dessus. Donc voilà. C'est d'ailleurs fréquent pour nous qui tournons de temps en temps dans des petits clubs en province et tout. Il y a toujours un gars qui est là, une ceinture blanche ou une ceinture bleue. Tu sens qu'elle a capté 2-3 trucs sur internet et qu'elle fait des suivis Exactement. qui sont. Exactement. Voilà. Donc pour ça, c'est une bonne chose pour le jiu-jitsu. À l'époque, comme je disais, c'était vraiment dans les académies fermées et c'était au moment des compétitions que tu voyais quelqu'un arriver et faire un nouveau truc. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur un truc, c'est que à l'époque, les élèves représentaient beaucoup plus le style du prof que ce n'est le cas aujourd'hui. Complètement. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'as plein de clubs, des mecs ils font du lapel, du berimbolo, le prof n'en fait pas forcément. Par exemple, je me rappelle les élèves de Carlson à l'époque, ils avaient tous des gros passages de garde et ils avaient tous des techniques en cloak choke, tu te rappelles? Ouais, enfin beaucoup. Beaucoup, Enfin, pas tous, hein, non, non, parce mais que tu avais des gars comme De La Riva qui avaient un jeu différent. Mais c'est vrai que la grande majorité des gars de Carson, tu Ouais. pouvais être sûr qu'ils allaient être forts au-dessus. exactement. Effectivement, avoir des cloak choke très forts. Je sais pas si tu te rappelles, mais Royler Gracie, la première fois qu'on l'a vu taper, c'était sur un cloak choke. Contre, Ah oui, oui. contre Mario Sperry. Oui, Mario Sperry. Après, on l'a vu, peut-être ça En devait être absolu. 6 mois après, on a vu Royce Gracie contre Walid Ismail, qui a perdu sur un cloak choke. Mm. Maxime, il l'avait combattu dans une de ses premières compètes contre un élève à Carlson qui s'appelait Mariano, Mhm. une ceinture encore, marron. Qui est encore un instructeur au Luxembourg actuellement, Voilà. je pense. Je crois. Hein. Le mec avait fait taper plein de personnes sur cloak choke, Maxime s'en est pris un, il a réussi à sortir Ouais, la moi, Maxime quoi. Moi aussi, j'ai combattu contre le même et pareil, il m'avait tenté aussi un cloak choke. Voilà, et on sentait que ça, ils te le mettaient de n'importe où, de n'importe quand. Mhm. Voilà, c'était vraiment une de leurs spécialités. Et ça, c'était clairement le style Carlson. Mhm. C'est-à-dire que c'est pas des mecs qui avaient vu des vidéos de quelqu'un d'autre. Ce qui aujourd'hui n'existe plus vraiment en fait. Mhm. T'as toujours des styles de club, mais c'est différent quand même. Ouais, tout à fait. Donc ça a énormément changé sur différents aspects. Dès que quelqu'un voit une technique, il va développer le contre, la publier, etc. Les gens regardent. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux pas être prof de jiu-jitsu et ne pas te tenir au courant de ce qui se passe sur Internet, etc. C'est quelque chose d'indispensable. Moi, par exemple, je suis systématiquement sur des sites de technique. J'ai quasiment toujours un abonnement en cours ou alors j'arrête et je reprends. Mais moi, je me suis abonné à quasiment tous les sites de technique qui existent, que ce soit ceux des Mendes. Je me suis abonné à Braulio Estima, à Marcelo Garcia, je me suis abonné à Athos, je me suis abonné à Cobrinha. Et bon, après, tu peux prendre un abonnement, saigner le site pendant un mois, tu vois, tu arrêtes, tu reprends un truc, je fais des pauses et tout, mais pour moi, ça, c'est un truc indispensable comme ressource actuelle du jiu-jitsu, quoi. Puis il y a une forme, bon, je suis pas là pour te jeter des fleurs, mais il y a une forme d'humilité là-dedans parce que je pense que tu as certains profs qui, à contrario, pensent que leur niveau suffit et qu'ils n'ont pas besoin d'aller piocher ailleurs. Alors que toi, tu vas quand même regarder ce que font les autres. Peut-être des profs de l'ancienne école, je dirais, parce que je pense que les profs actuels, qui ont eu leur ceinture il n'y a pas trop longtemps, je pense sont tous un peu cette réflexion. Excuse-moi, je t'arrête. Bon, on n'est pas là pour balancer, mais je sais que Ricardo Vieira, par exemple, il est assez hermétique à tout ce qui est berimbolo et compagnie. Hein. Ouais, mais c'est ce que je dis, Ricardo Vera, il est ceinture noire Oui, depuis oui, c'est vrai. donc, Bon, il a mon âge. Hein. Ouais, non, c'est pas une C'est question vrai. d'âge, c'est une question à partir de quand tu as commencé à enseigner, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, bon, Ouais, après, je dis pas qu'il a tort ou qu'il a raison, mais voilà, il n'est pas forcément ouvert au jeu moderne. Ouais. Et c'est pas le seul. Hein. Ah non, il y en a c'est plein pas le d'autres, seul, hein. c'est pas le seul. Il y en a plein Mais d'autres. bon, si t'es prof et que justement tu as des élèves qui regardent et qui arrivent et qui disent ouais, comment tu sors d'une 50-50 quand le gars il me tient comme ça, si t'es prof, tu vas être confronté à ça. Donc que ça soit même simplement dans l'enseignement ou en combat, normalement tu te dois de te poser ce genre de questions. Et aujourd'hui, on va pas se mentir, bon, t'as les séminaires, hein, tu tournes avec des gens, nous on fréquente des gens qui vont au Brésil ou aux États-Unis, qui reviennent avec les techniques et tout, on échange. Mais il y a aussi beaucoup de choses sur Internet et il n'y a aucune raison qu'on ferme les yeux à ça, au contraire. Internet, je le dis et je le redis, je pense que ça a vraiment augmenté le niveau mondial de Jiu-Jitsu. Également, des techniques, tu peux en trouver jetées comme ça un peu n'importe comment sur YouTube.
C'est-à-dire que si tu es élève, tu peux aussi avoir le mauvais réflexe quelque part de faire une recherche sur une position sur laquelle tu as eu un problème en combat et d'aller chercher sur YouTube un peu comme ça au hasard. Et le problème, c'est que c'est difficile pour quelqu'un qui débute de faire les différences entre une technique qui fonctionne vraiment et une technique un peu bidon. Ouais, c'est ce que tu disais la dernière fois d'ailleurs. Ouais. Ouais. Et tu as des sites qui marchent très très bien, ou des sites ou des pages Facebook, je crois que c'est BJJ Over 40, où tu as quelqu'un qui met des techniques, mais pour moi, donc 90% sont complètement fumés. Qui a plus de 40 ans. C'est qu'il est 40 ou 15, ce qui monte, de toute façon, c'est fumé. Mais c'est énormément partagé, les gens ont l'air de beaucoup apprécier, c'est une page qui marche beaucoup, il y a beaucoup de vidéos. Et je pense que quelqu'un qui arrive, qui débute, va pas faire la différence entre ce gars-là qui va montrer un truc bidon et quelqu'un d'autre qui va montrer un truc ultra efficace. Et c'est là que le prof va faire la différence, ok? Parce que lui, il aura le recul et il aura quand même un œil un peu différent. En tant que prof, ceinture noire, etc., tu as quand même un œil plus précis et tu as plus de capacité à mesurer l'efficacité d'une technique que quelqu'un qui commence. Donc c'est là où ça devient un peu piégeux. En fait, il faut que les débutants se basent, bon, bien évidemment, sur l'enseignement de leur professeur. Ça sera toujours préférable de suivre le programme technique prodigué par son prof que de soi-même essayer de trouver une solution. Même si c'est un peu hors programme, il vaut mieux toujours solliciter son prof et lui demander, parce que voilà, le prof c'est le prof, il a de l'expérience, il va avoir du recul et il va pouvoir normalement indiquer la technique la plus adaptée. Donc il vaut mieux toujours privilégier son professeur que d'aller chercher soi-même. Si maintenant on n'a pas le choix pour différentes raisons, ou alors on veut voilà, une solution rapide à un problème, je redis un truc dont j'avais parlé la dernière fois, c'est que ce qui valide une technique, c'est de la voir en compétition ou de la voir placée dans des combats. Okay, il n'y a pas de miracle. Si une technique fonctionne, vous allez la voir placée à un moment ou à un autre. Et là aussi, YouTube ou d'autres sites, même payants style Flow Grappling, vont vous proposer des vidéos de combat, du mondial, des Paname, etc., des grosses compétitions. Et ça, c'est une ressource vraiment importante et efficace pour vous guider vers la technique qui va fonctionner. Et c'est celle-là qu'il faudra aller creuser. Ne prenez pas la première vidéo que YouTube va vous sortir quand vous faites un over-under defense ou 50-50 escape. Prenez pas la première. La première, c'est celle qui sera peut-être le plus partagée, etc., que le moteur de recherche va vous sortir, mais ça sera pas du tout forcément la plus efficace. Et puis aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui relaient sur les réseaux sociaux des espèces de combinaisons de techniques qui en mettent un peu plein la gueule. Ouais. Mais qui sont qui des fois marchent, hein. Des fois. Mais on a vu beaucoup ça, surtout les Mendes qui ont commencé à rentrer. Bon, eux c'est efficace, c'est absolument certain, mais il y a un jeu de l'esthétique qui s'est un peu développé. Ouais. On voit beaucoup des combinaisons de techniques, c'est comme presque un drill qu'un mec fait 3-4 fois avec un truc impressionnant. Et ça c'est énormément relié, c'est très apprécié, mais c'est pas forcément ce qu'il faut apprendre quand... Non, c'est pour ça que c'est toujours bien de revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est le combat, la compétition, ce qui marche. Et c'est ça qui doit normalement guider. Après, libre à chacun d'avoir un jiu-jitsu plus fun, plus flow. Ça, c'est... Oui, voilà. Après, c'est un choix, mais il faut le faire en conscience. Voilà. Exactement. Donc voilà, tout ça pour dire que Internet, les sites dédiés au jiu-jitsu, YouTube, etc., a vraiment révolutionné le jiu-jitsu, a vraiment augmenté le niveau mondial. Ça a été une révolution et voilà, c'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui. Et c'est comme tout, c'est-à-dire que ça peut être un outil qui va être très très bon si c'est utilisé intelligemment, ok ? C'est comme la télé, quoi. C'est-à-dire que la télé, si tu passes ta vie à regarder de la merde, bah, tu deviens un peu con, quoi. Si au contraire, tu l'utilises comme un outil et tu choisis ce que tu regardes, et, tu vois, que tu utilises l'outil intelligemment, bah là, ça peut être très, très bénéfique. Et Sachant que la télé, après, maintenant, tu as de plus en plus de chaînes, mais on t'impose ce que tu vois. Là tu vas, c'est toi qui décides plus ou moins ce que tu regardes, même si... Non, mais la télé, tu décides aussi ce que tu regardes. C'est un choix de regarder Hanouna ou Arte, tu vois. Non, bien sûr, non, mais je suis d'accord, mais bon,
tu as quand même moins le choix que sur Internet où vraiment tu Oui, où tu recherches as le plus thème. de variété. Plus, Voilà. Voilà, bah écoute, t'as fini là? Ouais, j'ai fini. Bah non, c'est pas possible. Merci. Il n'y a pas une partie critique là? Y a pas Il manque quelque chose, hein? Bah écoute, Non. je peux chercher, si vraiment je creuse, je peux chercher, mais bon, sur YouTube, j'ai critiqué BBJ Over 40 si tu Ouais, regardes. c'est vrai, ça. Bon, écoute, la prochaine fois, tu nous fais un petit truc. Je pensais Ouais, que un peu t'allais plus être salé. un petit peu plus caustique là. Ok, attends la deuxième partie là. Ça marche. You know you can't fool Mother Nature. The instinct wins every time. Your spine sitting up a little straighter. But when your eyes lock on mine, and I know that you see me. You know that I see you too. You don't need no genie. Believe me, I can make your wish come true. You say not normally this careless. No, you're not like the other ones. Bare footprints on the terrace. You evaporated to the sun. And I think I know what's on your mind. If you read through the horizontal. Bon, et toi Rodolphe, alors, ces 2 dernières semaines, qu'est-ce que t'as fait de beau? Bah, j'ai rien de particulier, j'ai plutôt réfléchi en fait. Comme je te disais, c'était mon anniversaire. Enfin, c'est mon anniversaire au moment d'enregistre. Et du coup, j'ai fait un petit point sur tout ce qu'a pu m'apporter le Jiu-Jitsu depuis que j'ai commencé à pratiquer. En bien comme en mal. Je me suis fait un peu cette réflexion. Et j'ai essayé de voir vraiment comment ça avait pu changer ma personne. Alors ce que je veux dire, c'est vraiment à titre perso, hein, c'est mon expérience propre. Mais c'est probablement des choses qui vont pouvoir parler à pas mal de gens. Déjà, factuellement, ce que m'a apporté le Jiu-Jitsu, je pense, ça va faire prétentieux, mais voilà, c'est comme ça. Hein. Je pense que ça m'a amené à un domaine que je pense maîtriser en tout cas. Tu vois, maîtriser, ça veut tout et rien dire. Une expertise, Une expertise entre guillemets. Hein, un bien domaine sûr. de compétences. Ah, exactement. Pourquoi? Parce que je me suis tellement impliqué depuis tellement d'années. On a fait tellement de choses pour ce sport. On a tellement passé de temps à réfléchir comment s'améliorer, comment enseigner depuis qu'on donne des cours, comment voir le sport, comment analyser son évolution, etc. On a été tellement baigné dans cet univers, dans cet environnement que forcément tu acquiers une maîtrise, enfin ce que je pourrais appeler entre guillemets une maîtrise, et tu es quand même confiant dans le fait que tu puisses que tu saches de quoi tu parles quand tu t'exprimes sur ce sport et quand tu enseignes notamment. Donc voilà, c'est une certaine confiance dans le fait que il y a au moins un domaine que tu penses bien maîtriser, entre guillemets. Alors, je sais pas si toi, c'est que tu vois les choses comme ça aussi. Si, exactement. Et moi, c'est toujours un truc que je m'étais dit, c'était que plus tard, j'aimerais avoir un truc où j'estime être fort, entre guillemets. Ouais. Encore une fois, sans être prétentieux, mais avoir un domaine où vraiment je me dis, je pense maîtriser. Après, ça, je pense pas que ça soit un trait spécifique du jiu-jitsu. Je pense que c'est n'importe quel domaine dans lequel tu t'investis et pour lequel tu vas faire des sacrifices, de l'investissement. Voilà, ça c'est. Mais oui, j'ai le même ressenti. Je suis content quand je pense à ce que mon chemin dans le jiu-jitsu, d'avoir un domaine où je pense avoir une maîtrise. Oui, toi comme moi, je pense que l'implication a été plus forte dans tout ce que tu as pu entreprendre autrement dans ta vie. Oui, en fait. ça c'est Jiu-Jitsu, indéniable. Voilà, on n'a rien fait d'aussi intensément que notre pratique du jiu-jitsu. C'est ça. Ça, c'est une première chose. Autre chose que ça a pu m'apporter, ça c'est plus dans on va dire l'évolution de ma personnalité, etc. Mais
ça t'apporte quand même une certaine confiance. Moi, j'ai commencé jeune, j'ai commencé à m'entraîner, bon, pas vraiment en club, mais on s'entraînait quand même assez régulièrement, j'avais 15 ans. Le fait voilà, d'avoir commencé jeune, de faire un art martial, quelque chose où quand tu as 15 ans, tu arrives à battre des adultes, ça te donne une certaine confiance dans ta personnalité, dans le fait que tes capacités, pas seulement physiques, mais ça va au-delà de ça. Tu vois, ça t'apporte quand même une confiance, je trouve. Et puis, lorsque tu te mets à donner des cours, je me rappelle que les premiers cours que je donnais, j'avais du mal à parler, c'est vrai, hein. Ah bah oui, parce que c'est s'exprimer devant une audience. Donc ouais, c'est voilà, pas- tu c'est pas t'exprimes toujours devant facile. une audience et tout. Et ça t'apporte quelque chose, hein, ça te transforme, t'es plus à l'aise, t'es plus aussi bien à l'oral que pour t'exprimer, pour parler de... Maintenant, je sais que là-dessus, j'ai plus aucun problème. Si demain, je l'ai jamais fait, mais si je donnais un stage, il y a 500 personnes, je pense pas que je serais stressé, tu vois. Parce que j'ai l'habitude, je donne des cours depuis 2006, donc ça va faire 12 ans. Ça fait 12 ans. J'ai plus du tout cette appréhension dans le fait de donner des cours. Je me sens parfaitement à l'aise, tu vois. Ouais. Et c'est quelque chose dans ma vie professionnelle, je sais que c'est toujours différent parce que quand tu t'exprimes sur un autre sujet que ce que tu maîtrises, t'as pas la même aisance. T'es censé maîtriser ton domaine professionnel. hein. Ouais, non, bien sûr, non, mais je veux dire quand je déborde sur autre chose, t'as pas forcément la même aisance, mais t'as quand même quelque chose en plus, je pense, par rapport au fait de ne jamais t'être exprimé devant une audience et voilà, d'avoir donné des cours comme ça. Donc voilà, ça c'est deux choses que m'a apporté Jiu-Jitsu. Une autre chose que j'avais en tête, c'est peut-être une certaine forme d'ouverture et également un recul par rapport aux choses. T'en parlais, je crois, la dernière fois dans ta diatribe anticapitaliste, mais Mélanchoniste. voilà, mélanchoniste. Mais c'est vrai qu'on se détache quand même du matériel avec ce sport. On se détache même des objectifs de vie dits traditionnels quand on fait ce sport. En fait, ça j'en parlerai ensuite, mais on devient tellement omnibulé quand la passion nous gagne dans ce sport que on se détache un peu de tout. Et on passe tellement de temps à s'entraîner. C'est vrai que moi, il y a plein de choses que j'ai mis de côté, pas à 100%, mais que j'ai pu dans ma vie, pas délaisser, hein, mais en tout cas mettre sur une échelle d'importance moindre que le Jiu-Jitsu. Et ce qui a hiérarchisé un peu mes priorités dans la vie, quand bien même, finalement, ça pouvait être des choses beaucoup plus matérielles que le Jiu-Jitsu. C'est-à-dire que le Jiu-Jitsu, actuellement, on gagne notre vie avec le Jiu-Jitsu. On ne gagne pas notre vie avec le Jiu-Jitsu. Enfin, toi, oui, mais moi, non. C'est pas quelque chose qui me rapporte beaucoup d'argent. C'est même souvent quelque chose qui me coûte plus. Pas en termes d'argent, mais de temps, etc. Et puis le temps, c'est de l'argent, finalement. Oui, et puis en argent aussi. Hein. En argent aussi, hein, avec les voyages, tout ça. Mais malgré tout, ça m'a permis de prendre du recul, ça m'a détaché du matériel. C'est vrai que voilà, quand tu t'entraînes, t'es un peu, tout le monde est mis au même niveau. Il y a pas de, c'est vrai qu'il n'y a pas de hiérarchie sociale, il n'y a pas de, bon, t'as toujours des gens qui ont des plus beaux kimonos que d'autres, mais ça s'arrête là, quoi. Ouais. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Donc voilà, cette forme de recul, c'est également quelque chose que ça m'a apporté. Il y a autre chose aussi, alors moi, c'est encore une fois, moi j'ai un métier à côté. Il y a beaucoup de profs, je pense, qui, vis-à-vis de leur académie, de leur crédibilité, c'est pas le cas de tous, hein, mais je pense que, en tout cas, il y en a certains, je pense, c'est important pour eux de faire de la compète pour élever asseoir un peu leur crédibilité en tant que prof, élever le niveau de leur académie, etc. Moi, ça n'a jamais été comme ça pour moi la compétition. C'est-à-dire que la compétition, j'ai toujours fait à titre personnel, je me suis jamais senti obligé vis-à-vis d'un objectif professionnel. D'ailleurs, bon, ça, c'est pas mon métier, comme je disais. Mais c'est vraiment quelque chose qui a été plutôt une forme de défi personnel. Et ça, ce défi personnel, c'est quelque chose qui m'a apporté, qui je pense, qui a un plus pour moi également. Ce goût du défi, le fait que tu te mettes en danger, tu te mettes un défi. Alors que tu as déjà tous tes problèmes perso, tes problèmes familiaux, tes problèmes professionnels, etc. Tu te rajoutes cette galère, entre guillemets, d'aller faire une compète, ou d'autant plus que quand tu es ceinture noire, tu as quand même beaucoup à perdre.
Surtout quand t'es prof aussi. Quand t'es prof, quand t'es ceinture noire, quand voilà, les gens t'attendent au tournant, quand c'est contre des gens que t'as déjà combattu, dont tu sais que t'es meilleur à l'entraînement, voilà, tu peux, enfin ça c'est dans le cas où tu te rends compte des gens que tu connais, quand tu combats à l'international qui a regardé, et je dirais que le plus dur, ça reste de combattre en France finalement. Oui, Combattre à l'international, Je suis d'accord. ça reste beaucoup plus simple que de combattre en France devant les gens qui te connaissent, face à des gens que tout le monde connaît dans ton environnement, dans ton club. Voilà, il y a beaucoup plus de risques pour moi à combattre en France qu'à l'international. Et c'est des trucs que j'ai fait ces dernières années. Ces dernières années, je n'ai combattu qu'en France. Ça fait 6 ans que je ne combats qu'en France. Bon, c'est pas plus pour le goût du défi. Hein. C'est parce que ça commençait à me galérer de payer des 500 balles pour aller combattre. Et des fois, qu'on se retrouve à 2 dans une KT. Voilà. Et maintenant, en France, on commence à avoir des compètes assez sérieuses. Les arbitres sont mieux formés. Ça commence, c'est bien. Généralement, tu sais l'heure à laquelle tu combats. Donc, c'est des conditions qu'on fait que voilà. Mais je savais souvent que j'avais plus à perdre à combattre en France qu'à l'étranger. Malgré tout, je préférais quand même, vu l'amélioration des conditions, combattre en France. Je m'égare un peu. Tout ça pour dire que voilà, ce goût du défi, ce petit truc, cette petite galère que tu te rajoutes en plus, alors que finalement, tu n'en as pas besoin. C'est quelque chose qui je pense, m'a fait gagner en quelque chose. C'est dur à définir en fait. Hein. Tu vois, j'ai du mal à te dire exactement ce que ça Oui, peut oui, m'apporter. non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire, je ressens les mêmes choses et j'ai le même avis sur les histoires de se lancer des défis. Moi aussi, hein, j'aimais bien l'idée de me dire que j'enchaînais une compétition style les Paname et que juste après j'allais faire une coupe de zone nord par exemple, tu vois. Ah ouais. Ça j'aimais bien parce que je me disais, ouais, j'ai tout à perdre. Je combats devant des élèves contre des gars que normalement je domine en théorie. Et donc voilà, non, mais je pense que ça apporte à tout le monde, voilà, comme tu dis, de se lancer des défis personnels, de les relever, et voilà. C'est pas la voie de la facilité, quoi. Donc, C'est pas la voie de la facilité. De toute façon, ce sport, c'est jamais la voie de la facilité. Et il y a toujours aussi cette petite recherche d'adrénaline, en fait. Tu te rends compte que quand t'as une période où t'as pas fait de compète, tu te rends compte que tu dis, ah, c'est trop facile. Là, faut que je me remette en danger. Je sais pas si des fois tu te dis ça. oui. Il y a le fait de se remettre en danger, et puis t'aimes aussi, quand tu as gagné des compétitions, quand on a fait un certain nombre, enfin, j'en parlais aussi la dernière fois, tu te sens plus vivant, parce que tu ressens plus de choses. Ouais, Cédric, une fois, me disait ça, et c'est exactement ça. Hein, tu te sens vivant en faisant de la compète. Hein. Ouais. C'est exactement ça. Quand bien même la victoire est souvent très éphémère en fait. Hein. C'est pas forcément la victoire que tu recherches. Hein. Parce que la victoire, je dirais que autant la défaite tu la gardes à vie. Ouais. Que la victoire, 2 jours après, ça t'est passé à autre chose. Ouais. Tu dis de toute façon, tu auras toujours une bonne excuse à trouver. De toute façon, je suis meilleur que lui. De toute façon, j'aurais perdu, c'est là où ça aurait été un drame en fait. Ouais, Tu vois, c'est ça. tu arrives à relativiser toujours tes victoires. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Non, moi pareil. Et du coup, je me satisfais rarement d'une victoire en compète. Je suis plus content du défi en fait. Ouais, Tu vois. ça. Il y a plus des compètes, je me suis dit, je suis content de l'avoir faite. Mais au final, d'avoir gagné, je me suis dit, non, c'est normal que j'ai gagné. Je pense que j'étais meilleur que lui. C'est prétentieux, hein, mais voilà. Voilà, alors ça, c'est les quelques points que je t'ai dit en plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors oui, il y a une chose qui est importante aussi. Et ça, notamment, c'est que lorsque tu ouvres un club, c'est le fait de te lancer dans un projet, en fait. L'ouverture de club, ça va au-delà de la simple pratique. Là, on est plus dans le concept de création. Tu crées quelque chose, tu crées des fois une philosophie, un nom, un style, bon, même si c'est à relativiser avec tout ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, la création d'un club, c'est quelque chose qui peut également t'apporter, voilà, amener une autre dimension dans ce que tu fais, dans ce que tu as entrepris dans ta vie. Et qui est pas négligeable non plus. Complètement, parce que en plus ça va bien au-delà de la pratique sportive et de son simple enseignement, c'est-à-dire que tu commences à gérer de l'humain. Et ça, j'en parlerai aussi un petit peu tout à l'heure en parlant des ceintures. D'accord. Tu gères de l'humain et ça, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est assez particulier et justement, je vais en parler dans les points négatifs après.
Autre chose très important que moi m'a apporté le sport, évidemment on ne sait jamais ce qu'on serait devenu sans avoir fait ça, tu peux faire tout un tas de projections, de conjectures, mais ce qui est sûr c'est qu'actuellement j'ai une hygiène de vie qui est clairement liée à ma pratique. Et ça pour moi c'est très important. Le fait de te résigner à pas mal de choses, le fait on en parlait la dernière fois sur mon mode alimentaire, le fait que je mange plus de viande, mais ça m'a apporté, je pense, une rigueur. Alors je sais pas si on en parlait en termes de santé, c'est dur à dire ce que te fait gagner, ce que te fait perdre le sport, parce que faut pas négliger non plus qu'il peut y avoir des blessures. Moi j'ai de la chance, je me suis pas trop blessé, mais je connais plein de gens qui sont bien blessés quand même avec ce sport. Ah oui, Donc, les genoux, voilà. les- C'est trop facile de dire que pour ta santé c'est 10 fois mieux de faire du jiu-jitsu. C'est pas forcément comme ça que je vois les choses. En tout cas moi ça m'a apporté clairement une hygiène de vie. Je me couche jamais tard. Je fais toujours attention à mon sommeil. Je fais attention d'être moins stressé possible pour pas que ça empiète sur ma manière de pratiquer, de m'entraîner. Il y a une philosophie aussi. Les combats, ton ego, ça te fait réfléchir à plein de choses, ce sport. Et je trouve que tout ça, ça peut te transformer en bien. Ou en tout cas, ça t'apporte un cadre de vie qui pour moi est assez fondamental. Je vois d'autres personnes à mon travail notamment qui n'ont pas cette hygiène de vie. Et souvent, j'ai ce petit truc de me dire, j'aurais envie, je suis à deux doigts des fois de faire des leçons de morale, genre mais fais attention à ce que tu manges, fais attention, tu vois ce que je veux dire, Ouais. c'est, parce que moi je me verrais pas vivre comme certaines personnes. Par exemple, des fois on va à la cantine, je te donne un exemple, j'ai des collègues à la cantine, je regarde ce qu'ils bouffent, c'est vraiment n'importe quoi. Genre, ah bah tiens, à la cantine, j'ai pas très faim, bah, je prends juste un dessert. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors juste une toute petite parenthèse par rapport à ce sujet, je sais pas si tu as vu les compétitions high rollers là, où Ouais. entre deux combats ils se fument un joint Ouais. là. Alors là, Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ça fait un peu le buzz. ouais, là, ils ont pas forcément la même... Enfin, quoique peut-être eux estiment que ça s'inscrit dans un Oui, cadre oui, oui, de... oui, oui. Après, bon, c'est un cas à part, hein, ça reste une minorité, hein, je pense. Ça reste une minorité, mais... Mais effectivement, il y a une mouvance un peu comme ça. Il y a Bon, une mouvance. Californie, Ouais, c'est Californie. ce que c'est. Hein. Donc tout ça, ça va ensemble. Hein, ce que je te disais, l'hygiène de vie, le mental, peut-être que tu as un mental peut-être plus fort aussi. Parce que tu n'es pas dans la facilité, tu le disais, le jiu-jitsu c'est l'antithèse de la facilité. Je crois que tu avais écrit un texte là-dessus à l'époque où tu écrivais un peu sur ta vision du sport. Donc voilà, ça c'est quelque chose pour moi qui est assez fondamental. J'en viens au point plutôt négatif. Le point négatif que je vois dans ce sport, j'ai du mal à en trouver, hein, j'ai pris quelques notes là. Alors il y en a un, peut-être le plus important, je pense que c'est on va dire le contre-coup de ce que on pourrait considérer être une addiction, puisque finalement c'est ça le jiu-jitsu. Ça devient, enfin pour moi en tout cas, c'est devenu, je sais, tu me diras pour toi, mais Si, bien sûr. pour moi c'est devenu une addiction et c'est tous les travers de l'addiction. Il y a quelque chose moi qui me fait mal des fois avec ce sport, c'est que j'ai le sentiment des fois d'être emporté dans quelque chose que je ne peux plus arrêter. Des fois j'aurais envie de m'arrêter un mois, mais je peux pas parce que je me dis non, c'est pas bon. Il y a toujours une voix qui me dit non, t'arrêtes pas un mois, c'est une connerie. Et il y a une forme de... Alors je dirais pas que je me sens prisonnier du sport parce que bon, je l'ai choisi, donc c'est volontaire de ma part, mais il y a quand même une forme d'addiction qui des fois est un peu compliquée quand même. Ce qui te donne mauvaise conscience à t'arrêter une période, c'est quoi? C'est que t'as peur de, entre guillemets, de perdre ton niveau, ou de galérer au retour, ou c'est Ouais, que... en fait, t'as l'impression que tu sautes du train. Tu vois, aussi bien, alors c'est physique, tu dis tu vas perdre du cardio, Ouais. les techniques évoluent, je vais plus être dans le coup. Des fois, même l'entraînement, je me force à y aller à cause de ça. Je fais non, si j'y vais pas là, là je prends du retard. Du retard. Du retard contre quoi? Ça veut rien dire au final. Ouais, et puis... C'est je débile, sais, hein. Je Mais... sais pas si en prenant de l'âge, on va pas commencer à justement à voir les choses un peu différemment, parce que on sera peut-être moins dans l'aspect compétitif, ou... Ouais, se bien dire ce qu'on sûr, va bien faire sûr. En combat... Je Bien pense sûr. progressivement, on va... Parce que je ressens un peu la même chose que toi, hein, c'est clair. Enfin, j'ai jamais trop l'envie de m'arrêter un mois, pour être honnête. Mais, Non, moi non plus. J'ai pas l'envie en fait. Hein. Mais je sais que je peux pas quoi en fait. Il y a quelque chose qui va m'en empêcher. Et rien que ça, des fois, ça me fait bizarre. Il y a le fait aussi que tu entraînes tous tes proches là-dedans.
qu'ils le veuillent ou non, ils vont le subir. Alors, tout dépend des gens. Il y a plein de gens pour qui ça se passe bien, il y en a pour qui ça se passe mal. Mais quand tu es vraiment à fond comme nous, on peut l'être, ça a forcément une application très forte sur tes proches, ta famille, tes enfants si tu en as. Il y a une forme d'égoïsme très fort dans la pratique de ce sport. Je pense que... Enfin, dans la pratique, comme toi tu l'entends, c'est-à-dire pas en mode loisir. Oui, tu vois. voilà. Dès qu'on est passionné, je pense, par ce sport. Ouais, c'est la passion de manière générale. Oui, dans quelque c'est chose, vrai que quoi. c'est la passion, mais j'ai l'impression qu'elle est encore plus forte dans ce sport, des fois, quand même. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont mis le sport, des vrais passionnés, au-dessus de tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. C'est vrai, mais je sais pas si c'est. Moi, je connais pas trop. Enfin, je connais que ce domaine vraiment bien. Tu vois. Et c'est vrai que je vois beaucoup de gens il y a un côté passionnel dans la pratique du jiu-jitsu chez beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'une fois que tu tombes dedans, tu vas pas à moitié, quoi. Mais je sais pas si c'est quelque chose qui est très spécifique au jiu-jitsu ou si c'est quelque chose que tu retrouves dans d'autres un peu tout. Je sais pas trop. C'est vrai. Peut-être que effectivement dans d'autres choses. Mais tu vois, le foot, je pense pas que ça soit comme ça. Enfin, tu sais, Ouais, je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout. Dur à dire. Un autre point, alors ça c'est lié plutôt au fait qu'on ait ouvert un club. Je dirais que le plus gros point négatif dans le fait d'avoir un club, alors tu fais de l'humain, mais ça c'est pas forcément un point négatif, ça fait partie du job. Tu vas pas te plaindre de quelque chose que tu as choisi. Ça c'est normal. Dès que tu gères de l'humain, dès que tu es nombreux, tu dois gérer des caractères, tu dois gérer tout ce qu'on retrouve dans le monde du travail finalement. Donc tu es confronté à tout ça. Et ça, je dirais que c'est ton job. Tu peux pas le considérer en négatif. Si tu le considères en négatif, c'est que tu dois pas être prof au final. Non, moi, ce que je vois en négatif en tant que prof, en tout cas dans le milieu associatif en France, et nous, clairement, ça nous impacte beaucoup cette année, et pour moi, c'est très problématique, c'est que tu te retrouves mêlé à des choses dans lesquelles tu veux pas être, auxquelles tu veux pas être attaché. De la politique, des guerres d'intérêt, des guerres d'argent, de pouvoir. Nous, on est en plein dedans et c'est surtout pas ce qu'on veut faire. Nous, notre véhicule, c'est la passion. C'est pas la politique, c'est pas l'argent, sinon on ferait pas ça. C'est pas le pouvoir. Le pouvoir de maîtriser notre sport à la rigueur, mais pas le pouvoir comme je l'entends. Après ça, excuse-moi de te couper, mais c'est quand même quelque chose qui est très spécifique à la création, la gestion d'un club en France et notamment dans l'associatif. C'est l'associatif en France. Je suis d'accord. Je pense que tu n'as pas ce genre de choses dans d'autres pays où le jiu-jitsu c'est une société, où c'est vraiment du privé à 100%. Bien sûr. Mais il n'y a pas vraiment d'alternative finalement si tu veux donner des cours, à part quelques salles privées. Oui, non, bien sûr. En France, tu n'as pas trop le choix. Donc tu n'as pas trop le choix. Et ça, c'est vraiment compliqué et c'est quelque chose que nous, on a du mal à gérer. Ça fera un bon sujet, ça aussi, discuter du côté associatif et comment est-ce que des fois on a des difficultés à gérer ce truc-là. Il y a des choses à dire là-dessus, sur comment fonctionnent les associations en France, c'est extraordinaire. Je sais pas si tu vois d'autres points. Là, je t'ai dit des points positifs, des points négatifs. J'ai du mal à en trouver. J'ai réfléchi pendant longtemps. Après, bon, forcément, c'est une passion. On adore ça. On a du mal à trouver des points négatifs, mais je sais pas si. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que les points négatifs, c'est ceux qui correspondent aux points positifs, quoi. C'est le pendant, quoi. C'est-à-dire que dès que tu es passionné par quelque chose, très investi, comme tu dis, quoi, des fois, ça peut te manger, quoi. C'est-à-dire que ça peut te manger, toi, ta vie et la vie de tes proches, et prendre des proportions qui, des fois, sont pas raisonnables. C'est ça la passion, c'est quand tu n'es plus dans la raison, quoi. Et des fois, ça peut avoir des conséquences, quoi. Mais je pense que moi, je suis un peu comme toi, j'ai du mal à trouver, mais bon, ça serait bizarre que nous, qui en faisons depuis tant de temps, on ait des facilités à trouver des inconvénients à la pratique du sport. Mais bon, à chacun de trouver son équilibre, quoi. It shouldn't hurt to look your way. It shouldn't hurt to look your way. I shouldn't have to catch a case. Yeah. 'Cause I'm the one that can't stand to feel any more pain. I can feel
weight of what you say. I had explanations for days. Don't think you're the only one that's sane. Seems like we're not on the same page. All I do is think when I'm away. Colors burst and all I see are shades. Sun goes away and that's when I call your name. She's here for good and I'm here to stay. You shouldn't have to look your way. Bon, on arrive à la fin du mois de juin. Qu'est-ce qui se passe là, globalement dans le Jiu-Jitsu niveau mondial, l'actu, etc. On a passé le mondial, c'est la fin d'année, donc là autour de nous et nous-mêmes, hein, on procède souvent à ce moment-là aux remises de ceinture. Ouais. Donc c'est le bon moment, je pense, pour nous de parler de ce sujet qui est assez important dans le Jiu-Jitsu, c'est les ceintures. Donc l'importance que ça a de donner des ceintures ou de ne pas en donner, ce que ça peut générer. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui a son importance parce que on l'a vu au cours de notre enseignement, durant notre enseignement, que ça peut créer des problèmes, que ça peut au contraire motiver des gens, être positif comme négatif. Donc, ce qui est légitime parce que quand tu commences ce sport, on va dire que en tout cas si tu as des prétentions, tu vises la ceinture noire. Enfin, oui. Tu vois ce que je veux dire, ouais, c'est un objectif. On a tous un peu l'image de la ceinture Voilà. noire dès le départ. De toute façon, ça que... Dans les arts martiaux de manière globale. C'est ça, il y a une espèce de mythe un peu, voilà, le cliché de la ceinture noire qui est là en fond. Même Qui est si ancré dans c'est les pensées. ça. Ouais. Donc ça m'a fait un petit peu réfléchir, d'ailleurs on y réfléchit souvent, hein, quels sont les critères pour grader ou pas un élève. Donc bon, il y a différentes ceintures hein, en jiu-jitsu brésilien, bleu, violette, marron, noir chez les adultes. À chacune on va forcément demander différentes choses. Mais en gros, ce qu'on va généralement, nous en tout cas, regarder en premier, c'est bêtement déjà le niveau, okay, le niveau en combat de chaque élève, que ce soit en club, donc dans les combats en entraînement, ou alors les résultats en compétition, etc. Donc voilà, le niveau, et puis... il y a le côté résultat, mais il y a aussi la manière. C'est-à-dire qu'on va peut-être plus valoriser quelqu'un qui est peut-être moins bon qu'un autre, mais qui est moins bon en utilisant plus de techniques qu'un autre qui va combattre un peu comme un bourrin, ou plus au feeling, ou moins. On valorise le niveau, mais aussi la faculté d'appliquer les techniques en combat. Voilà, ça, c'est un des critères les plus importants, si ce n'est le plus important, le niveau, bêtement. L'assiduité, à quel point la personne vient régulièrement, se donne du mal, s'investit, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. On n'est pas tous à armes égales au départ quand on commence le jiu-jitsu. Donc certains vont être plus doués que d'autres, vont apprendre ou comprendre les choses, au niveau psychomotricité vont avoir des facilités, ou même au niveau physique, etc. Donc c'est très complexe, mais voilà, un élève assidu, c'est quelqu'un qu'en veut, bêtement. C'est que voilà, il est motivé, il aime le sport, donc déjà ça c'est important, parce qu'il est dans une bonne dynamique. Ouais. Une bonne dynamique, exactement. L'ancienneté, parce que c'est aussi un critère fondamental, c'est-à-dire que bon, au bout d'un moment, quand ça fait 4-5 années que t'es blanche, bleue ou quoi, forcément on va se poser la question de passer au grade supérieur. Okay, sachant que tous ces trucs-là sont liés, c'est-à-dire que avoir de l'ancienneté et en venant une fois par semaine, voilà, on va le pondérer. C'est-à-dire qu'en fait on va croiser tout un tas de critères dont celui-là. Et de manière générale, c'est la motivation aussi qu'on va prendre en compte. C'est-à-dire que ça peut être... La motivation, tu vas l'avoir dans l'assiduité, tu vas l'avoir dans l'engagement que la personne peut avoir dans son club. Voilà, donc la motivation, l'implication dans la vie du club ou l'implication dans le jiu-jitsu, son intérêt pour le sport, voilà. Ça, pour moi, c'est les critères fondamentaux. Je ne sais pas si tu en vois d'autres.
Non, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est un cumul plein de facteurs croisés, comme tu dis. Maintenant, bah, c'est pas une science fondamentale, c'est pas une science exacte. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Hein, nous, à chaque fois, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui phagocyte, hein, on va dire, les esprits, les passages de grade. Et c'est un sujet sur lequel on pense que c'est très important qu'on soit clair et qu'on s'exprime et qu'on exprime notre point de vue. Et c'est pas une science exacte, c'est pas une science fondamentale, il n'y a pas de vérité absolue. Il y aura forcément un critère subjectif. Ouais. Et on est obligé de s'y plier. Et c'est exactement là où je voulais en venir, c'est que tous ces critères-là, c'est vraiment du subjectif. D'ailleurs, dans notre club, dans lequel on enseigne, toi et moi, et Maxime, au moment des passages de grade, chacun arrive avec sa liste, propose des noms, et on a une discussion. Et on est rarement, au tout départ, on arrive rarement avec exactement la même liste. Donc c'est toujours un peu sujet à discussion. C'est-à-dire que même entre nous, on va avoir peut-être différents avis. Bon, on n'est jamais très très loin. Hein. On n'est jamais non plus complètement à l'opposé l'un de l'autre, les uns des autres. Mais c'est quand même sujet à discussion. Quasiment à chaque fois, on discute et on n'est pas toujours exactement sur la même longueur. Exactement. Et quand bien même on ferait tu sais, différentes moyennes pondérées pour différents critères, même là-dessus on aurait du mal à s'accorder parce que la motivation que tu attends d'une personne de 20 ans, ça va pas être la même que celle de 40. Toi, tu vas estimer qu'il est motivé parce qu'il fait ci, lui il va être estimé qu'il est motivé parce qu'il fait ça. Il n'y a pas de vérité là-dessus. Il faut savoir que il n'y a pas de vérité et ça, je sais que ça peut être des fois dur à entendre. Mais on essaie de faire en sorte que les élèves le comprennent. Mais forcément, lorsqu'un élève s'attendait à avoir une ceinture et il l'a pas, c'est toujours délicat. Oui. Ça peut créer des problèmes au sein d'un club. Hein. Ça, c'est des trucs que nous, on a vécu ça crée des problèmes, clairement. Ça crée des problèmes. Parce que il peut y avoir une frustration parce qu'il y a une mécompréhension de la chose. Le truc, c'est que c'est subjectif. Il y a aussi le fait que, par exemple, tout bêtement, moi je vais tourner avec quelqu'un, on a beaucoup d'élèves, donc tu ne peux pas tourner autant avec tout le monde, ce serait très compliqué de tourner avec absolument tout le monde. Des fois, moi je vais pas tourner, je vais être sur le côté, je vais voir quelqu'un combattre avec un autre, je vais faire « Ah, il est pas mauvais », mais je vais pouvoir prendre le temps peut-être de le regarder, alors que d'habitude, je vais tout simplement combattre moi aussi. Il suffit qu'il y ait une fois où je sois fatigué ou blessé ou quoi que ce soit, et je vais regarder, et ça c'est quelque chose que peut-être je n'aurais pas fait en temps normal, et qui fait que moi je vais avoir un regard sur cette personne, je vais voir qu'elle peut m'avoir impressionné sur un combat, et je vais en parler à mes frères qui eux peut-être ne l'auront pas vu, ou inversement, etc. Donc c'est tellement subjectif que même entre nous, on met un certain temps avant de s'accorder, avant de proposer une liste. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Et en plus, là c'est l'occasion d'en parler, on fait un podcast, etc. Donc ok, mais c'est pas quelque chose que c'est pas ce discours-là qu'il faudrait ressortir à chaque passage de grade, ou même régulièrement pour que les gens comprennent. On va pas le ressortir tous les 3 mois. Donc c'est-à-dire que va y avoir quelqu'un qui va arriver, qui va peut-être pas être là le cours où on va en parler, et qui va arriver au passage et qui va pas avoir tous les outils pour comprendre la subtilité qu'il peut y avoir derrière le fait de proposer quelqu'un ou pas à la ceinture du dessus. Donc c'est comme s'il y avait un travail d'éducation à faire en permanence pour expliquer aux gens, vous inquiétez pas, les ceintures vous les aurez, ça prendra le temps que ça prend, mais ne donnez pas trop d'importance à ce truc-là, ne soyez pas trop déçus si vous l'avez pas. Il y a un travail de pédagogie à faire qu'il faudrait faire à chaque instant. Et même si on faisait tous les 2-3 mois, on sait bien qu'à chaque cours, il n'y a pas tous nos élèves qui sont là. Donc on va louper du monde. Il y a autre chose que tu n'as pas souligné, Thibaut, c'est que nous, une période où on a fait beaucoup de compètes quand même, nous 3, et on avait tendance lors des entraînements à vouloir faire des bons sparring et tout. Et forcément, on va tourner plus avec des gradés. On aura, ça peut être vu comme un tort, hein, donc on aura peut-être moins tourné avec des blanches. On sera moins rendu compte forcément de l'évolution entre les blanches, entre elles. Donc c'est compliqué quand tu cumules également une activité de compétiteur et tout.
Même si là-dessus, on a peut-être eu, on va dire, eu un manquement, on n'en tient pas trop rigueur dans le sens où, enfin moi c'est comme ça que je vois les choses, tu me diras toi, mais j'estime malgré tout que une ceinture blanche qui est forte, on le verra à un moment ou à un autre, même si on le voit un petit peu trop tard. Et si on le voit un petit peu trop tard, ben, j'estime que c'est pas grave finalement. Tu vois. Oui, c'est sûr. Après, les gens donnent beaucoup d'importance à ce truc-là. Nous, je sais que avant d'être ceinture noire, durant notre cheminement, on n'était pas très focalisé sur la ceinture. Nous, ce qui nous importait dans notre optique, dans notre façon de voir le truc, c'était notre niveau. C'est-à-dire que moi, je m'en tapais d'être blanche, bleue ou quoi. Ce qui comptait, c'était que j'arrive à être meilleur que la personne d'en face. Et je pense que on avait, on n'a jamais eu trop de frustration, alors que nous, on aurait pu en avoir aussi. Toi, tu es resté longtemps blanche. Ouais, je suis non resté quasi blanche. Blanche et marron, non, t'es resté marron, longtemps. je suis resté quasi 5 ans, je crois. Voilà. Alors que normalement, marron, souvent, c'est une ceinture un peu de transition. C'est rare qu'on y reste très longtemps. Mais voilà, ça t'a jamais empêché Non, pas du tout. Non. Bah, j'étais pressé quand même de passer noir pour combattre en noir en fait. Voilà. Mais non, finalement, je pense que ce qu'on disait, je serais encore marron aujourd'hui, j'aurais pas raté le sport. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai déjà vu des élèves me dire, ouais, si je passe pas violette, de toute façon, j'arrête. Mais c'est exactement tout le contraire de ce que nous on veut. Ouais, c'est pour moi, c'est Ah, vraiment c'est- une mauvaise manière de concevoir le sport. C'est-à-dire que là, il y a un moment où ce qui compte, pour moi, la base, d'ailleurs, au tout départ, les ceintures, c'est un truc qui a été mis en place, c'est relativement récent. Hein. Je crois, au tout départ, en jiu-jitsu brésilien, je crois il y avait deux couleurs. Hein. Je crois que en gros, c'était blanche ou noire, ou alors il y avait une couleur bleu marine pendant un moment, il me semble. Mais il n'y avait pas du tout ce système très progressif. Même au judo, hein, ça n'existait pas. Donc c'est quelque chose qui a été mis en place au fur et à mesure. Voilà, bon, après, moi je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait des différences de niveau. Non, c'est très bien. Parce que voilà, tu vois que quelqu'un a de l'expérience. Quand toi tu arrives, tu as du mal contre quelqu'un, bah ok, c'est une ceinture marron, c'est normal, tu vois. Donc Ouais. ça t'explique aussi que, attention, la personne en face a de l'expérience, les professeurs ont reconnu qu'il avait un certain niveau, donc ça met une espèce de cohérence globale dans tout ça. Mais le travers de ce mécanisme et de la subjectivité des ceintures fait qu'il y aura toujours des gens qui vont avoir peut-être une mauvaise compréhension de la chose, une mauvaise approche même de ce qu'est le jiu-jitsu et de l'importance de la ceinture, et qui vont faire des comparaisons, dire ouais mais je comprends pas, lui il est bleu alors qu'en combat je le domine largement. Mais voilà, ça ne veut rien dire, parce qu'on va pas demander la même chose à quelqu'un de 20 ans qui ne fait que ça de ses journées, qui a des aspirations de compétition internationale, pardon, à quelqu'un qui est père de famille, 50 ans, qui travaille. On ne demande pas les mêmes choses. Et on va pas à chaque fois passer tout notre temps à expliquer à ces gens-là que voilà, il faut qu'ils comprennent que voilà, à chaque personne on demande différentes choses. Il faut comprendre de manière générale que la ceinture doit être une conséquence du niveau. Voilà. Et que tôt ou tard, ça finira par arriver, se voir, et chacun aura la ceinture dans laquelle il sera le mieux placé, épanoui, on va dire. Voilà. Et nous, durant notre enseignement, on a quand même eu de différentes anecdotes à ce sujet-là qui ont été assez marquantes. On a eu par exemple le cas de la personne qui disparaît pendant 3 mois et qui revient avec une ceinture bleue, qu'il a récupérée dans un autre club. Pas forcément en visant un mal, mais ça c'est des choses, tu vois, avec lesquelles tu dois gérer. Tu dois expliquer à la personne, non mais tu peux pas partir d'un club, te faire grader ailleurs, revenir, etc. D'ailleurs, peut-être il y a une espèce de mauvaise compréhension des choses, de l'importance de la ceinture, de comment les choses doivent être faites, etc. Il y a un travail de pédagogie à faire au quotidien qui, pour le professeur, est délicat. Donc il y a déjà, en tant que prof, tu vas être confronté, là je donne ma vision du professeur, tu vas être confronté à des dilemmes. Par exemple, tu vas avoir quelqu'un qui est ceinture blanche depuis 6 ans, qui s'entraîne très fréquemment, mais qui en combat est nul. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? Ça, moi, c'est quelque chose où j'ai pas encore vraiment la réponse. Vraiment, tu vois, je prends vraiment le cas du mec qui s'entraîne 3 fois par semaine, depuis 5 ans,
le mec est motivé et tout, mais il est nul. Il est nul de chez nul. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le passes bleu ou pas? Tu vois? Ouais, bah, moi je pense qu'il faut quand même faire passer au bout d'un moment parce que voilà, t'as des gens, ils sont pas faits pour ce sport. Alors on va être honnête. Hein. Ouais, tout le monde Il y n'est en a- pas, voilà, tout le monde n'est pas bien égal, sûr, c'est bien c'est sûr. Si moi je me mets demain, je sais pas, à Zumba, peut-être je serais pas fait pour ça. Tu vois, je pense. Hein. Non, Du coup, mais malgré tout, ils adorent ça, par exemple, tu vois. On peut pas leur enlever le fait qu'ils adorent le sport, on peut pas enlever le fait qu'ils sont pas faits pour ça, mais je pense quand même qu'au bout d'un moment, même si ça reflètera pas forcément le niveau, il faut quand même récompenser on va dire le dévouement au sport. Et ça, c'est un des critères, mais qui sera pondéré faiblement. Et du coup, il mettra peut-être plus de temps qu'une autre Voilà. personne. Et on va se retrouver avec le problème potentiel de quelqu'un qui arrive, qui dès le départ va dominer cette ceinture, va pas comprendre, va peut-être penser qu'il y a des incohérences, etc. Et ça peut créer de la mésentente et ça peut cristalliser des frustrations. Dans un club, dans la vie de club, il y a toujours des petites frustrations, surtout quand on commence à avoir des gros clubs. Il y a toujours des gens, normal, hein, dans n'importe quelle structure humaine, il y a toujours des gens qui sont C'est mécontents. comme ça partout, c'est humain. Voilà, il y a toujours des gens qui sont mécontents parce que voilà, ils aiment pas certains trucs dans la vie du club, ça c'est tout à fait normal. Et c'est souvent autour des ceintures que ça va se cristalliser ce truc-là, ce problème-là. Et nous, on a eu, au cours de notre histoire, on a eu à un moment donné une partie de nos élèves qui étaient justement mécontentes et qui s'est en gros séparée de notre club, et voilà, on a eu une espèce de scission avec une petite partie de nos élèves. Et donc il y a eu différents sujets, hein. Chacun a le droit d'être à l'aise ou pas dans son club, d'aimer ou pas comment les choses se passent, ça il n'y a pas de problème, et libre à chacun d'aller ailleurs ou de créer sa structure et tout, il n'y a pas de problème. L'idée c'est pas de juger ça. Mais du coup, il y a eu une espèce de scission dans le club, et c'était arrivé, je sais plus, c'était au mois de juin, je crois. Mois de juin, ouais. Et Juin, juillet. donc nous, on a fait un cours en disant, bon voilà, les choses s'arrêtent là, et on a acté les choses. Voilà, une partie des gens vont prendre leur indépendance, et voilà, l'autre restera dans notre club. Et il s'est passé que juste après ce jour-là, donc de séparation, d'officialisation de cette scission, de cette petite scission, ils ont procédé à une remise de ceinture juste après notre Des départ. personnes qui étaient parties indépendamment. Ouais. Voilà, donc ils ont distribué des ceintures à tout un tas de gens qui s'étaient scindés de notre club. Et donc, bon, on peut penser ce qu'on veut de tout ça, mais c'est quand même, ça montre que la ceinture, c'est quelque chose de très important au niveau symbolique, au niveau émotionnel chez le pratiquant. C'est la cristallisation de beaucoup de choses, la ceinture. Voilà. Malheureusement, moi je pense que c'est malheureux parce que voilà, nous on n'a jamais trop donné d'importance à ce truc-là, mais on a été obligé de reconnaître au fur et à mesure que c'était un sujet sensible, les ceintures. Donc voilà, il y a eu cette histoire-là. Et il y a aussi une petite remarque par rapport à ça, c'est que il y aurait une facilité pour nous, en tant que professeurs, à distribuer des ceintures. Okay, si nous, on voulait avoir une optique business du Jiu-Jitsu, on aurait tout intérêt à distribuer des ceintures à droite, à gauche. C'est-à-dire que dès qu'on a la moindre hésitation, on grade. Pourquoi ? Parce que la personne va avoir sa ceinture, va être motivé, va être fier d'avoir sa ceinture, et il y a toujours un effet de boost de la motivation, ce qui est normal, hein, ça, voilà, nouvelle ceinture, donc on a tout intérêt en fait à... Et sachant que pour un prof, ça ne coûte rien de donner une ceinture au final. Voilà. Je dirais même que c'est tout bénéfique pour lui, sauf peut-être au niveau moral. Et c'est là où nous, après je dis pas qu'on est des bien-pensants ou qu'on est des anges, mais en tout cas nous on n'a pas cette... philosophie de distribuer entre guillemets des ceintures. Ouais, et ça nous a peut-être même coûté cher, on va dire, parce que justement on a engendré peut-être plus de frustration parce que voilà, on a voulu mettre la barre un peu haute sur ce qu'on demandait ou ce qu'on attendait des ceintures. Je voudrais citer un petit exemple. C'est qu'on a fait un stage il y a eu à peu près 1 an
dans un petit club, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et la personne nous a demandé si on pouvait grader à la fin du stage un des profs, des personnes avec qui on n'a aucun problème, on s'entend très bien, etc. Quand bien même il aurait le niveau, ou qu'il ne l'aurait pas, on ne va pas se prononcer là-dessus, on ne l'aurait pas fait, on ne l'a pas fait, on ne l'aurait pas fait de toute façon. Pourquoi ? Parce que nous, la ceinture pour nous c'est quand même important. C'est quand même, on peut pas remettre une ceinture à une personne qu'on connaît pas très bien. Ouais, c'est ça. Il y a plein de facteurs. Ce qui n'est pas le cas il y a des profs en France qui multiplient les affiliations, qui remettent des ceintures à tour de bras. On en voit régulièrement. Bon, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Nous, c'est pas notre manière de procéder, mais il y en a qui le font en tout cas. Voilà. Et nous, c'est pas du tout comme ça qu'on voit la ceinture. Et moi, pour rien au monde, je distribuerais des ceintures. C'est un truc, ça irait complètement à l'inverse de mes idées, de mes principes. Voilà. Là, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et après, par contre, là, l'idée, c'est pas de juger, hein. C'est juste de. Chacun fait comme il veut, voilà. On parle pour nous. Hein. Chaque prof a ses critères, etc. Mais dans les faits, c'est vrai que nous, on a toujours eu une histoire de conscience. Et voilà, on a toujours essayé d'éviter de donner des ceintures à des gens qu'on connaissait pas, des gens à qui on n'avait pas tourné, ou alors. Il suffit pas de tourner une fois pour savoir si quelqu'un a un niveau pour avoir une ceinture. Mais le problème, c'est que voilà, il y a ce côté business et les gens, beaucoup d'élèves vont aussi chercher la facilité et savent comment ça se passe. Hein. Et d'ailleurs, il y a une ceinture noire brésilienne très 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 connue. Je ne vais pas citer le nom quand même, parce que l'idée c'est pas de rentrer dans des polémiques pour faire du buzz à la con, mais qui en France est fréquemment venu et qui a distribué des ceintures noires à l'appel à des gens avec qui il n'avait jamais tourné et qui connaissaient à peine. Moi, on m'a raconté exactement comment les choses se sont passées, j'ai eu multiples sources de quelqu'un qui est arrivé, qui était ceinture marron, on est allé voir ce Brésilien en disant « Ouais, il est ceinture marron, est-ce que tu pourrais le passer noir ?» On m'a dit « Oui, pas de problème, ok, il s'appelle comment hein? Ok, d'accord. » Et puis voilà, il y avait remise de ceinture et comme ça. Donc c'est... Voilà, et quelqu'un qui est très fort, hein. Ce Brésilien, c'est quelqu'un de très très fort, mondialement connu, etc. Donc l'idée, c'est pas de juger, c'est que chacun a ses critères, chacun fait comme il veut, chacun va où il veut. C'est le but de parler de tout ça, c'est surtout d'insister sur le fait que c'est subjectif. C'est subjectif, c'est un croisement de tout un tas de facteurs. Et c'est à croiser aussi avec la personnalité du professeur, comment lui voit les choses, etc. Et que bon, voilà. Après le reste, c'est histoire de conscience personnelle et de morale. Mais bon, au final, je dirais que distribution ou pas de ceinture, si on s'en tient à ce qu'on disait au départ, c'est que finalement, vous prenez pas la tête sur les ceintures. Ouais, c'est surtout ça. Ne donnez pas trop d'importance aux ceintures. Ce qui est important, c'est vraiment le jiu-jitsu et le plaisir qu'on a à le pratiquer. Coming on to the light of day, we got many moons that are deep at play. So I keep an eye on the shadow, smile to see what it has to say. You and I both know everything must go away. Or what do you say? Spinning out that is on my heart, it's like a bit of light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac, but I see your eyes spark. Bon, et toi, de quoi est-ce que tu vas me parler là? Alors, je vais te parler du fait de trouver son jeu au Jiu-Jitsu. Donc, voilà, t'en parlais la dernière fois, quand on commence la pratique, on est vraiment submergé par les techniques. Tu vois plein de techniques, ça part un peu dans tous les sens. Bon, ça dépend de comment est structuré le cours de ton prof, mais généralement, alors
nous, on a tendance à travailler par thème, en restant un moment sur un thème, mais tu as des profs, chaque cours, ils montrent des techniques différentes. Ça, plus Internet, plus tout ce sur quoi tu peux être amené à réfléchir, tout ce que tu vois, etc. Tu te retrouves vraiment à avoir des tonnes et des tonnes de techniques. Et ce qui va définir normalement ton jeu au départ, alors ce que j'appelle le jeu entre guillemets, je reviendrai plus en détail dessus après, mais ça va être défini dans un premier temps par des critères physionomiques. Souvent, alors si on prend le cas si je prends mon cas personnel, moi je suis plutôt grand et lancé, j'ai un physique où j'ai plutôt tendance dès le départ à travailler la garde, c'est-à-dire travailler en dessous. Et ça, c'est ce qui va définir souvent ton jeu de départ. Les petits trapus, entre guillemets, ça va plus être des passeurs. Les grands fins, ils vont plus faire de la garde. Voilà. Tes critères physionomiques, également tes critères athlétiques. Les mecs qui sont plutôt explosifs, pareil, ils vont être plus à l'aise sur les passages. Même le caractère, est-ce que tu vas être plus un mec comme Maxime qui est plus en défense, qui aime bien, qui joue sur la souplesse, qui est en contre-attaque. Voilà. Et ça définit vraiment, on va dire, la base qui va être peut-être la base de ton jeu jusqu'à tard. Parce que moi, j'estime encore être quelqu'un qui fait de la garde, en fait. C'est mon jeu, je trouve. Tu vois, je travaille beaucoup dessus aussi. Hein. J'essaie de faire autant l'un que l'autre. Mais là où je me sens le plus épanoui, c'est dans la garde. Tu vois. Est-ce que Ouais, pareil pour toi. Hein. Pourtant, je pense même que je passe plus de temps au-dessus. Ouais. Mais oui, je pense que je m'estime meilleur en dessous. Donc, voilà. Et donc, au fur et à mesure des années, à partir de ces critères physiques, psychologiques, athlétiques, etc., tu vas souvent développer des techniques qui correspondent à ton jeu de base, et tu vas développer vraiment des spéciaux, te trouver une personnalité à travers ce jeu. Et c'est ça que j'aime dans ce sport, c'est que beaucoup de jeux se ressemblent, mais tu arrives souvent à un certain niveau où il y a toujours un petit truc chez chaque personne. Si tu regardes bien le jeu de chaque personne, chacun a son petit truc, son jeu unique. Tu auras des écoles qui font du berimbolo, du appel et machin, mais il y aura toujours, chez n'importe quel pratiquant qu'on fait sérieusement, qui a fait de la compète et tout, un petit truc unique qui définit sa personnalité, qui vraiment fait que c'est son jeu à lui. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce sport. Toi, moi, Maxime, on a tous commencé en même temps, avec les mêmes profs, en voyant les mêmes choses. Mais finalement, on peut avoir un jeu qui se ressemble par certains points, mais on a quand même nos spécificités à chacun. Et on est vraiment issus du même moule. C'est pas comme des frères, il y en a un qui s'entraîne aux États-Unis, l'autre au Japon, l'autre au Brésil, enfin j'en sais rien. Nous, on s'est entraînés au même endroit, on a vu vraiment les mêmes trucs. Les moments où on commençait à regarder Leandro Lo, le moment où on commençait à regarder Marcelo Garcia, c'était au même moment, en même temps, au même endroit. Et on a un jeu qui est vraiment différent. Et on a à peu près le même physique en plus. On a le même gabarit, on a le même KT, Maxime un peu plus lourd, mais en gros, c'est à peu près pareil. On est plutôt élancé, on fait la même taille, on fait à peu près le même poids. Et finalement, on a quand même un jeu que je trouve assez différent. Ouais, tu vois. je suis d'accord. Et ça, c'est marrant parce que voilà, à travers la pratique du sport, tu arrives à avoir une personnalité vraiment propre. Au-delà de toi-même, tu te retrouves à avoir une personnalité à l'intérieur de ton sport. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Mais c'est probablement le cas dans d'autres sports. Mais bon, encore une fois, je suis un expert, comme je te disais, du jiu-jitsu. Faut pas l'oublier. Je te parle de mon domaine d'expertise. Permets-moi de te rappeler que je suis un expert. Voilà. Et en fait, finalement, ça devient même capital d'avoir son propre jeu. Notamment quand tu fais de la compète. C'est un truc qu'on dit souvent à nos élèves qui commencent à faire de la compète, il faut que vous trouviez votre jeu. Ouais, faut pas le trouver trop tôt, je pense. Oui. Parce que ça, c'est aussi un problème. Parce qu'on a envie vite de se spécialiser dans un truc. Mais non, justement, c'était les critères dont j'ai parlé qui doivent t'amener vers le jeu et pas... Enfin, je pense qu'il y a tous les cas possibles. Hein. Si vraiment tu es passionné pour faire du berimbolo avec des petits trapus, tu y arriveras peut-être quand même. Enfin, tu vois. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gars qui justement voient des modèles et disent je vais combattre comme lui. C'est très tôt, tu vois, vu que c'est un peu la génération YouTube. Ils voient les meilleurs combattants et ils veulent un peu les imiter. Et ils partent un peu trop tôt dans un truc. Mais bon, après, au final, est-ce que ça... Oui, ça c'est... Il faudrait faire des études sérieuses là-dessus pour se prononcer. Mais voilà. Et donc... Là où je voulais en venir, c'est qu'avoir son jeu pour la compète, c'est vraiment c'est fondamental.
on a l'impression que c'est vrai que c'est un sport qui est très technique. Il y a une infinité de techniques. Je t'en parlais dans ma dernière partie d'ailleurs. Il y a une infinité de techniques. C'est très très large. Tu as plein d'embranchements. C'est un arbre comme un arbre infini de techniques. Mais finalement, si tu regardes même les grands champions, ils ont leur jeu. Et tu regardes le mondial par exemple. Je sais pas si j'en parlais la dernière fois, mais même les mecs les plus balèzes dans les combats, généralement, tu vois pas plus de 2-3 techniques dans tout le combat. Techniques différentes. Ouais, non, ça tourne autour de leurs spéciaux. Hein, C'est un peu faussé ce que je restreint. dis. Hein. Voilà, Ouais. c'est exactement. C'est un peu faussé ce que je dis parce qu'il y a les formes de corps aussi. C'est tout ce jujitsu qui est invisible. Cette manière de placer son truc. C'est de la technique sans en être, mais ça fait partie du niveau de la personne. Donc ça, tu le vois pas. Il y a plein de petits trucs. Mais finalement, avoir son jeu, c'est vraiment très important. Et moi, là où j'ai commencé à me sentir à l'aise en compète, c'est quand j'avais vraiment un jeu, je me sentais vraiment, j'avais confiance dans mon jeu. C'est là où j'ai commencé à devenir, où j'ai senti que j'étais à l'aise en compète, à devenir vraiment à l'aise en compète. Et c'est pour ça que ça, c'est important. Tu peux avoir tout un système complet, hein, comme font les Mendes, hein, vraiment tout qui s'imbrique, tout. Mais il faut néanmoins avoir quand même tes techniques propres, ton truc dans lequel tu es à l'aise et dans lequel tu veux amener ton adversaire. Tu vois. Après, faut savoir défendre tout, hein, faut quand même faut pouvoir t'adapter. Mais moi, dans l'idéal, je me dis pas en compète, là, je vais lui enchaîner 15 techniques. Hein. Je me dis, je vais lui en mettre 2, mais elles vont être fatales. Tu vois. Et je scorerai vite ou je vais arriver à la soumission. Avec mes spéciaux, mes trucs, je vais l'y amener. Il n'arrivera pas à les défendre. Et évidemment, il faut avoir des techniques de substitution. Mais je le vis presque comme un échec quand j'arrive pas à placer mes spéciaux en fait. Oui, complètement. Et c'est là que moi je trouve que la compétition est importante parce que moi j'ai remarqué mon jeu a changé. C'est-à-dire que j'ai eu des phases. J'ai eu des phases où je faisais beaucoup de X-guard pendant 2 ans. J'ai eu une phase où je faisais de la demi-garde profonde aussi, peut-être pendant 1 an ou 2, un truc comme ça. Et en gros, à chaque fois, j'ai changé mon jeu quand j'ai perdu un combat en compétition. Et c'est comme si ça, pour moi, c'était des moments où je me disais, bon, là, mon jeu, j'ai vu qu'il avait ses limites. Le facteur de vérité. Ouais, exactement. Et du coup, j'ai des souvenirs très précis de combats qui m'ont fait changer mon jeu. Et c'est en ça aussi. Et je pense aujourd'hui avoir le jeu le plus efficace que j'ai jamais eu. Je pense avoir trouvé ma garde la plus efficace. Et en gros, c'est grâce à mes défaites, quelque part. Ouais, bah c'est vraiment important, ouais, effectivement, de te sentir à l'aise dans ton jeu, d'avoir trouvé ce qui te correspond. C'est vrai que des techniques, on en voit beaucoup. Hein, tu pourrais ne jamais t'arrêter de voir des techniques, de te spécialiser. Malgré tout, moi, je cherche pas forcément en combat, pardon, à avoir vraiment une grande variété de techniques. Je veux avoir un système qui me correspond. Avec des combinaisons, bon, s'il fait ci, je vais faire ça, mais pas forcément avoir le choix entre 15 passages de garde. Ouais, non, Tu vois, je cherche pas à avoir ça, je pourrais, hein, parce que j'en connais plein, ça en fait tellement depuis longtemps que des passages, je pourrais t'en monter peut-être 50, mais non, je veux pas chercher à en maîtriser 50, je cherche même pas à les maîtriser, ça m'intéresse pas. Je vais me dire, celui-là, ça il me correspond bien, ça je me sens à l'aise dans celui-ci. Ça veut pas dire que j'essaie pas quand je vois des nouvelles techniques, hein, évidemment. Mais je trouve que c'est vraiment important de trouver son jeu et moi c'est une petite fierté. Je sais qu'aujourd'hui j'ai mon jeu qui peut-être dans 5 ans j'aurai un autre jeu hein, parce que voilà, comme tu dis, le jiu-jitsu évolue. Si toi tu n'évolues pas avec, ce que tu fais aujourd'hui ça ne marchera pas dans le futur. Il y a peu de chance. On le voit, hein, l'histoire nous le prouve. Hein. La garde fermée aujourd'hui, il y a encore des spécialistes, mais tu n'y arrives plus. Tu peux plus aujourd'hui. Ouais, Tu non. peux plus espérer prendre le mec en garde fermée, lui mettre un juji dans la garde ou un triangle. Ça marche plus. Même si tu t'arrêtes aux techniques basiques de la Riva, ça marchera pas non plus. Il faut avoir fait progresser son jeu et être en phase avec ce qui se fait actuellement. Et ça, je très certainement faire évoluer mon jeu, mais en tout cas, je ne chercherai pas à avoir forcément une énorme variété de techniques. Je veux vraiment le jeu dans lequel je me sens à l'aise et qui est contemporain et qui fonctionne. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. Ouais, non, moi je suis tout à fait d'accord. Je pense que. Après, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que t'as certains combattants qui vont avoir un jeu très restreint, où ils vont
avoir 2-3 spéciaux par position et d'autres beaucoup plus ouverts et versatiles. Par exemple, tu vois Marcelo Garcia. Marcelo Garcia, comment est-ce que Marcelo Garcia passe la garde? Marcelo Garcia Passe par une demi-garde. il passe par une demi-garde. Ouais. Il passe par une demi-garde. Il peut des fois faire un jeu style leg whip, tasser Ouais, les ouais. hanches et tout, mais c'est souvent transition. Il n'a pas des passages, tu vois. Direct, ouais. Pourtant, il est ultra fort. C'est peut-être un des meilleurs de Indéniable, tous ouais. les temps. Et pourtant, il n'a pas un jeu très varié sur certains aspects. Même en dessous, en dessous, il est très fort sur de la papillon, X-guard, etc. Bon, au-dessus, c'est vraiment là où il est le plus limité, j'ai envie de dire, mais tellement efficace que voilà, il n'a pas forcément besoin d'avoir un panel très étoffé. Et inversement, tu as d'autres combattants comme Lucas Lepri, par exemple. qui, Kinan, lui, même. Ou Kinan, mais encore que Kinan, il a quand même un jeu qui est assez enfermé. Quand il a décidé de faire que du lapel, mais bon, Avant ça, il fait beaucoup de techniques différentes. Lui, on Oui. pourrait analyser ses combats, il y a beaucoup de techniques différentes. Oui. Et où Lucas Lepri, comme je disais, qui lui est très à l'aise sur différentes techniques. Et Très même, polyvalent. il est très bon même debout, il est très bon en dessous, il est très bon au-dessus. Voilà, donc c'est aussi C'est ça vrai. c'est aussi à chacun de voir son style et à quel point est-ce qu'il peut resserrer ou pas l'ensemble de ses techniques. Et après, bon, je pense qu'on est tout ça, c'est le fruit de différentes choses, ton enseignement, ta morphologie, etc. Mais tu vois, tu parlais de nous trois, et je pense que Maxime, aujourd'hui, il a le jeu, un jeu qui est issu du fait que lui a commencé quand il avait 12 ans, et que nous, on était déjà... donc moi, je devais avoir 18, toi 15, un truc comme ça. Et je pense qu'il subissait beaucoup notre force, puisqu'il y avait beaucoup de différences de force à cette époque, puisque lui avait 12 et moi 18. Et du coup, il a beaucoup développé un jeu en défense, en absorption de la force de l'adversaire, et en contre dès que quelque chose se présente. Et je pense, après je sais pas, mais je pense que son jeu aujourd'hui, c'est aussi le fruit d'avoir nous deux qui étions plus puissants que lui, qui attaquions beaucoup. On avait un jeu très offensif, très offensif. Moi, je tournais beaucoup avec Maxime au tout début, et je pense que c'est aussi le résultat de ça. Enfin, c'est assez intéressant de voir que voilà, la construction qu'on a de son style. Et j'essaierai juste de conseiller effectivement aux débutants de faire attention. C'est bien de trouver son style, mais faire attention parce que quand on débute, il faut tout essayer justement pour voir là où vous allez être fort et là où vous allez être faible. Si vous enfermez trop dans un truc, peut-être que vous allez passer à côté de techniques pour lesquelles vous auriez été très fort naturellement. Et puis, c'est pas une question si anodine que ça. Hein. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de dire même pas forcément un débutant, mais ça peut même être une ceinture bleue, hein, lui faire quel est ton jeu et de le voir bloqué, de pas savoir me répondre. Parce qu'il combat presque à l'instinct. Il connaît plein de techniques, hein. Il dit ceinture bleue, il en a vu plein, il sait les faire parfaitement. Mais il n'a pas eu la réflexion de se dire comment il construit son jeu. Tu vois, et ça, je pense qu'il n'y a aucun champion aujourd'hui qui n'a pas un jeu défini en lui. Alors peut-être vraiment, je sais pas, peut-être les prix, c'est peut-être une des rares exceptions où le mec il arrive à s'adapter à tout. Alors, Il y a quelques-uns. encore, les prix, il y a des gars que tu ne feras jamais. Hein. Il a des passages, il fait souvent quand même il fait souvent de slide, il a quand même tu vois, il tasse beaucoup les gens, il combat en pression, il a quand même un style. Oui, Mais il est plus à l'aise. oui, tu vois 4 combats de les prix, ça peut être 4 combats différents. Ouais, tout à fait. Ouais. Leandro Lo, tu vois, il Ouais. fait tout le temps la même chose. Ouais. Et c'est pourtant la pointe de ce qui se fait en jiu-jitsu actuellement. Il fait tout le temps D'ailleurs, les mêmes trucs. Leandro, c'est intéressant parce que le jeu qu'il a aujourd'hui, avec son poids actuel et le jeu qu'il avait enlevé, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il fait beaucoup de collar drag, il fait son sweep où il fait un ciseau au niveau des jambes, il fait beaucoup de single X un peu à l'arrache où il fait il beaucoup de envoie lutte bien l'air. aussi. Ouais, il fait une lutte pas top mais qui est efficace. Qui envoie en l'air. Ouais, c'est ça. Alors qu'avant, il faisait énormément de spider, avec sa spider avec une manche et le pantalon. Et il est rentre à complètement arrêté, l'intérieur. ça, quasi arrêté. Ouais. Ouais, ce setup, il le fait quasiment plus. Hein. Ouais. C'était son gros truc, hein. Ouais. C'était le renversement, Leandro Lo, mais on le voit plus le faire. Ouais, donc il a beaucoup changé son style lui aussi, et en restant très fort avec les deux styles différents. Hein. C'est dingue. Enfin voilà, bon, tout ça pour vous dire, trouvez votre jeu, construisez votre jeu, c'est fondamental.
through the bullets and the sparks. Always with the smart remark, your eyes blazing blue. When we need a confidence, we always turn to you. When they shot our leaders up against Khmer and Woe, you were there beside us in that awful Easter dawn. Hey, Victor, where the hell are you now? When we need you the most, hey, Victor, come on, to the below. Back on the streets of Dublin when we fought the black and tans, you were there beside us, a towering mighty man, and God of the informer or the hating spy. Bon, je crois que tu vas nous parler d'un combat qui t'a marqué, enfin qui m'a marqué aussi d'ailleurs. Hein. Oui, donc le petit conseil de vidéo à regarder là, de ce BJJ Corner, c'est le combat Royce contre Kimo. Donc vous pourrez le trouver sur YouTube. Hein. Je crois que la vidéo s'appelle Royce Ultimate Fight. un D'accord, truc on comme le ça. trouve alors. Hein. Il est trouvable, l'UFC l'a mis en ligne, donc D'accord. il est en très bonne qualité. Donc voilà, Royce contre Kimo, donc ça c'est un combat qui nous avait énormément marqué à l'époque, hein. Donc nous on l'avait vu au moment où c'était passé, hein. Je sais plus, dans les années 80, 90, ouais. ouais, 96, 97, je sais plus, dans ces eaux-là quoi, bref. Donc c'était l'UFC 3, Royce avait gagné l'UFC 1 et l'UFC 2, donc faut remettre un peu dans le contexte, à cette époque-là l'UFC c'était un tournoi. Donc en une soirée, on arrivait, il y avait 8 combattants. Donc c'était, Je crois que le premier UFC, il y en avait 16, si je dis pas de ouais, conneries. il me semble aussi, effectivement. 32 et 16 dans le deuxième, 32, peut-être même. ah ouais. Enfin, un truc comme ça. Bon, c'était un principe, voilà, comme une compétition de jiu-jitsu, hein, avec des tours, etc. Demi-finale, finale, tout ça dans la même soirée. Donc vous faisiez plusieurs combats dans la même soirée. Et c'était les règles... beaucoup moins de règles qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que déjà, il n'y avait pas de gants. Il y avait possibilité de mettre des coups dans les parties, coups de tête, coups de coude. Enfin, Attraper les cheveux, ouais. Ils mettaient en avant d'ailleurs le côté... bestial. Ouais, pas de règles dans une D'ailleurs, cage. ils appelaient ça, ouais, no holds barred. Exactement. Qui veut dire, bon, vous irez regarder ce que ça veut dire, mais ça veut dire en gros droit à tout. Exactement. Et du coup, donc là, l'UFC 3, premier combat, donc Royce contre Kimo. Alors, on a les entrées des combattants. Hein. Donc, Royce fait son entrée classique avec les membres de sa famille. Au premier plan, d'ailleurs, on a Ryan qui est tout jeune. C'est assez marrant de le voir Ah, maintenant. d'accord. C'est Ryan. C'est le premier qui guide le train, ouais, c'est Ryan. Et, avec qui on s'est entraîné. Hein. On vous racontera ça. ouais, On a eu l'occasion de tourner avec lui, d'ailleurs. Ouais, lui et son frère, c'était assez intéressant à Torrance, Californie. Et donc, c'est lui qui guide le train, là, le petit train Gracie. Ils arrivent sur l'octogone. Et Kimo, donc son adversaire, donc Kimo qui vient de Hawaï, donc une sorte de, on va dire une grosse masse, hein, Pour ne pas dire autre chose. ouais, stéroïdé, donc des muscles de ouf. Genre Et- The Rock de ouais, l'époque. ouais, c'est ça. Et donc lui, il nous fait une arrivée de catcheur un peu, donc en portant une énorme croix. Ouais, je me rappelle de ça. Ouais. Il porte une énorme croix et il est accompagné de son coach, donc son coach dont on va un petit peu parler, je reparlerai un peu plus tout à l'heure, qui s'appelle Joseon, donc qui est un coréen-américain, un prof de taekwondo. Donc voilà, ils arrivent sous le signe de Jésus, quoi. En gros, c'est Jésus qui vient dans l'octogone. Donc dès le début du combat, ce qui est assez marrant, c'est de regarder justement les corners. Dès le début, ils s'embrouillent. C'est-à-dire que tu vois Joseon qui commence à moitié à insulter les Elio et Je me rappelle Renson. plus de ça. Et tu les vois, ils sont en train de se pointer du doigt, de mal se parler, de se menacer. Avant même le début du combat, tu vois, l'ambiance elle est déjà posée, quoi. Donc grosse tension entre les corners, je sais pas d'où ça vient, peut-être qu'ils avaient commencé à s'embrouiller dans les loges, je sais pas, mais bref, c'est très très tendu. Donc le combat commence, Kimo rentre à fond dans Royce essaie évite un coup, va au clinch, il va contre la cage, il pète la porte de la cage. Donc ça c'était les c'était cages pas les n'étaient mêmes pas cages, encore voilà. aux normes européennes en vigueur. C'est Donc, eux, machin. Ouais, c'est ça. Donc la porte de la cage s'ouvre et à moitié défoncée, donc il essaie de la recaler et tout. Ce qui permet à Royce de négocier un clinch quand même, d'être au contact.
Donc on sent que Royce là tombe un peu sur un os avec Kimo parce que jusqu'à présent c'était un peu baladé sur à part Ken Shamrock et encore honnêtement sur le premier combat ça allait. UFC 1 et 2 c'était une promenade de santé pour Royce, il avait déglingué tout le monde sans aucun problème et là il tombe sur quelqu'un La qui différence physique commence à être compliquée. Ouais. Donc là c'est compliqué. Royce essaie de le mettre au sol, finalement c'est Royce qui se fait plus ou moins contrer, Kimo l'a en montée dans le dos. Bref, un gros combat, c'est vraiment intéressant Sachant à que si voir. je dis pas de conneries, Kimo avait fait déjà un peu de Jiu-Jitsu à cette époque. Ouais, il me semble. Il me c'est semble bien qu'il possible. s'était un peu entraîné, il y a eu un débat là-dessus. Ouais. Et du coup, tu sens qu'effectivement, Kimo est beaucoup moins bidon que tous les adversaires précédents de Royce, et que voilà, Royce, c'est pas du tout à la fête. Et donc le combat est très intense, c'est-à-dire que les 5 premières minutes, ça part dans tous les sens. Et donc c'est vraiment un combat vraiment sympa à regarder, on s'ennuie pas trop quoi. Et Royce, au bout d'un moment, finit en dessous et finit par rattraper Kimo par les cheveux. Il lui tient la queue de cheval pendant 1 minute, en lui mettant des coups de talon dans la gueule, des petites droites, etc. Mais on sent que Royce commence limite à être exténué. Et bon, voilà, au final, Royce finit par négocier un juji. Kimo tape du bout des doigts, c'est limite, mais on sent que Kimo est exténué. Donc, ce combat-là est vraiment sympa à regarder pour différentes choses. Déjà, c'est vraiment typique de l'époque. C'est-à-dire que c'était l'UFC avec le côté amateur. C'est-à-dire, voilà, donc il y avait encore le tournoi. Ils sont crevés en 5 minutes. Ok, ça déjà, ça se voit plus trop, mais là, ils sont vraiment crevés. Tu les vois, à la fin, Royce, il arrive plus à marcher. Donc, niveau conditions physiques, c'est perfectible, tu vois. Il a pas un masque à oxygène, il me semble, il y a un truc comme ça à la fin, non? Ah, je ne le vois pas, en tout cas, là. On le voit Ouais, pas il me semble. mais à la fin, il laisse tomber, il titube. Ouais. Kimo, pareil, complètement rincé, avec les cheveux complètement n'importe comment, parce que Royce lui a tenu, lui a arraché. Il a arraché la moitié des cheveux. Donc c'est vraiment un combat à l'ancienne, donc voilà, où d'ailleurs Kimo est marqué parce qu'il s'est pris un coup de tête de Royce contre la cage au départ. Donc c'est un combat assez typique de cette époque, folklorique, des débuts de l'UFC, donc je vous conseille de regarder. Et, je me rappelle quand on l'avait vu ensemble, ce combat-là. ouais, J'étais vraiment très jeune, Ouais. je sais même pas si j'étais au lycée. Et Ah, du coup, on avait regardé ça ensemble. c'est un combat assez épique, quoi. Et donc voilà, finalement Royce gagne son combat, mais Royce est tellement rincé du coup qu'il peut pas recombattre. continuer, ouais. Non. Et du coup c'est le premier UFC qui n'est pas gagné par Royce. Ok. Il regagnera le 4. Qui est-ce qui le gagne d'ailleurs, l'UFC Je sais plus qui gagne cet UFC, je crois que c'est. Kiss machin là, Ouais, c'était non, pas lui, Kiss là Sackney en finale contre Steve Jennum, c'est pas ça, non? Je me demande si c'est pas Steve Jennum. non, attends, il me semble que c'est le mec qui avait battu. Que Royce avait battu à l'UFC 2, là, comment il s'appelait? Patrick Smith. Ah, non, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui avait mis un. Bon, bref, vous regarderez. Ouais. Je sais plus qui c'est, je l'ai vu, mais c'est quelqu'un de pas très connu au final. Royce gagnera l'UFC 4. Il reviendra et il battra Dan Severn en finale. Et qui était arbitre de ce combat là? C'était Déjà John McCarthy. ouais, voilà, Et d'ailleurs, c'est très marrant de regarder John McCarthy dans le combat parce que il y a une grosse tension. C'est vraiment, c'est limite une bagarre de rue. Et on voit John McCarthy qui passe son temps à gueuler sur les coachs parce que les coachs font le tour de la cage et ils se rapprochent dangereusement les uns des autres. C'est-à-dire que t'as Johnson qui commence à se rapprocher d'Elio et tu sens que ça peut partir en sucette à tout moment. Et tu vois John qui gueule dessus en leur demandant de se séparer. Alors il y a vraiment un côté genre bagarre de cire quoi, c'est une autre époque. Quand on voit l'UFC maintenant c'est très professionnel, très encadré, grosse machine, hollywoodienne presque. Là c'était vraiment c'est différent. c'était les bricolos qui font de la bagarre. Mais bon, c'est un combat vraiment sympa à regarder. Et donc, par la suite, comme je disais, Royce gagnera l'UFC 4, puis je sais plus, ensuite il fera contre un Ken super Shamrock, fight, etc. à l'UFC 5, ouais. Puis il fera une pause de 5 ans avant de revenir beaucoup plus tard, recombattre plus ou moins brillamment. Kimo, lui, fera quelques combats. Il a battu Sakuraba dans un combat qui est suspecté d'être fake. Donc voilà, un combat, il l'a gagné, je crois. Le cheville, je crois. Ouais. Non, c'est Arm Triangle, je crois. Arm Triangle, on l'a t'as vérifié. raison, ouais, t'as raison.
Mais il a quand même battu Tankabot. Ça, sur un vrai combat sur lequel il n'y a pas trop de doute, apparemment, David Tankabot, hein, pour ceux qui connaissent, à l'époque, c'était une brute. À voir aussi ces combats. Ouais, notamment celui contre Vitor Belfort, je vous conseille à l'occasion aussi. Un combat intéressant. Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois. On avait parlé de Vitor Belfort en disant qu'à l'époque, il criait Jujitsu. Où c'était vraiment, suite à la victoire de Vitor Belfort, c'était vraiment, donc on était encore dans la lutte entre arts martiaux plutôt qu'entre athlètes qu'on a aujourd'hui, quoi. Juste pour l'anecdote, Joson, donc le coach de Kimo, là, le personnage assez folklorique, fera lui aussi quelques combats de MMA. Je crois il n'est pas mort d'ailleurs. Il a fait 4. Non. Il a fait 4. Il les a tous perdus. Dont un contre Kisakney. On parlait de Kisakney. Et Kisakney qui lui met 4-5 grosses droites dans les parties. Dans les couilles, là, je me rappelle. C'est extraordinaire. C'était extraordinaire. Donc ça aussi, Joson Kisakner, regardez, c'est rigolo. Il y a beaucoup de combats rigolos à cette époque, vous pouvez pas trop vous louper. Il y avait vraiment, on s'amusait bien. Rigolo façon de parler. Hein. Ouais, on s'entend. Évidemment. Alors Joson qui a eu un parcours très atypique. Il a donc fait ses combats de MMA tous perdus. Hein. Et ensuite, il a joué dans Austin Powers. Donc, il a un rôle conséquent. Je savais pas ça. Ouais, si, il fait l'homme de main, un des hommes de main du méchant. Ah bah oui, il a tout à fait le style. Voilà, c'est ça. C'est un nain d'ailleurs, hein, je crois, non ? Non, mais il est plutôt petit. Et il fait penser au petit du James Bond, là, tu vois. Ouais, il a un rôle dans ce ouais. genre de Austin Powers. Donc, on pouvait pas trop le louper. Hein. C'est pas une figuration. Il a vraiment un rôle dans Austin Powers. Et par contre, il a fini par faire de la prison. Donc là, tu me demandes il est en prison. Ouais, je savais qu'il y avait un souci avec. Parce que suite à je ne sais quelle histoire, il y a eu il s'est fait prélever son ADN et ça a matché avec l'ADN de quelqu'un qui avait violé avec quelqu'un d'autre une femme à Los Angeles. Et donc viol et torture. Hein. Donc il a été condamné pour viol et torture. Donc il est en prison à Los Angeles. Prison où il a tué son partenaire de cellule, son co-détenu. Donc là il sortira sacré pas de prison. CV le bonhomme. Il sortira pas de prison. Donc il y Tant est à mieux, vie. hein, Oui, non, effectivement. Donc et du coup quand tu regardes ce combat-là, tu vois ce petit Joson là. Assez rigolo presque, mais au final qui n'était pas rigolo du tout, quoi. Au-delà de ça, je dirais que ce combat il est quand même important. Hein. Pour nous c'était la pierre angulaire. C'est ce qui a fait que moi c'est un des combats qui a fait que j'ai voulu faire ce sport. Ouais, c'était vraiment un énorme combat. Et puis il était presque plus intéressant que les autres parce que on voyait Royce dans l'adversité. Et bon, ça nous montrait une partie qu'on connaissait pas trop. C'est-à-dire qu'on voyait Royce se balader, mais là on avait Royce qui tombait vraiment sur quelqu'un qui était costaud et combatif. Quand tu as vu la VHS qu'on avait reçue de l'étranger, je me rappelle, je connaissais pas le résultat quand je regardais le combat. Et je tremblais, je me disais non mais il gagnera jamais contre un mec comme ça. Et à la fin quand on voit Kimo qui tape sur le Juji, je me disais putain mais là c'est la finale de la Coupe du Monde pour nous. C'est vraiment le sport qu'il faut que je fasse. Et un autre combat, là je pratiquais déjà, qui m'a donné le même effet, même si aujourd'hui ça peut faire rire quand on sait qui y avait en face, mais à l'époque ça faisait pas rire. C'était, on en parlera peut-être lors d'un autre, hein. C'était Minotauro contre Bob Sapp. Énorme combat. C'était un énorme combat. C'était ceux qui pratiquaient le jiu-jitsu à l'époque. Maintenant ça vous fera rire parce que Bob Sapp tout le monde le prend pour un guignol, mais à l'époque c'était pas un guignol. Et il faisait peur et on savait que c'était très 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 dur. C'est un combat pour moi, c'est les deux combats qui ont vendu le sport pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder Kimo, Royce Gracie et puis éventuellement les autres combats dont on a parlé qui eux aussi sont assez sympas.
Ok, donc Rodolphe, qu'est-ce que c'est le conseil de regardeur de cette semaine? Non, moi, c'est pas quelque chose que je vais te conseiller de regarder, c'est plus quelque chose que je vais te conseiller de faire et je vais même pas te le conseiller parce que à la base, c'est toi qui le faisais ce truc-là. Alors, ce dont je veux te parler là, je te le disais en intro, je t'ai fait un petit teasing, c'est du mind game. Est-ce que tu as une petite idée de quoi je vais te parler? Mais alors, pas du tout. Alors, je vais te parler de quelque chose qui se rapproche en termes de cheminement intellectuel, je dirais, de notre sport. Toute proportion gardée, bien sûr, hein, parce que on sait bien que c'est toujours dur de trouver une analogie parfaite avec ce sport, tellement il est singulier. Mais en fait, je vais te parler du jeu d'échecs. Alors, le jeu d'échecs, qu'est-ce que c'est à la base? Le jeu d'échecs, c'est un jeu de guerre. Tu regardes le plateau, tu as les pions, on va dire que c'est les fantassins, tu as les cavaliers, tu as les tours, tu as le roi à défendre, etc. Tu as une construction comme une espèce de carte avec sa map, etc. Et on se déplace dessus. Historiquement, c'est un jeu en fait qui a été amené en Europe au Xe siècle. Donc, je suis un peu renseigné, tout ça je ne le savais pas. Qui a été amené par les Arabes, bien qu'on ignore toujours qui l'a inventé. Ce qu'on sait en revanche, c'est que c'est un dérivé du Chatrang, qui est un jeu d'origine indienne, qui fonctionnait un peu de la même manière. Bon, à la place des tours, tu avais des éléphants, les cavaliers, c'était juste des chevaux. Enfin, c'est un peu la même idée. Hein. Les pions, c'était des petits soldats. Enfin, en gros, c'était un peu le même principe. Je ne sais pas s'il y avait exactement le même nombre de cases. Donc, les échecs, hein, c'est 8 x 8, 64 cases. Pourquoi moi j'aime ce jeu? Je m'y suis remis dernièrement, je t'en avais parlé d'ailleurs, on avait fait une partie, tu m'avais battu à plat de couture d'ailleurs, ou c'était Maxime, je sais plus, enfin il y en a un de vous deux qui m'avait battu. Ma fille. Non, elle j'ai réussi à la battre, figure-toi. J'adore ce jeu parce que pour moi il y a un aspect psychologique qui se rapproche de ce qu'on peut retrouver dans le Jiu-Jitsu. Pas seulement psychologique, hein, en termes de progression, d'attaque, etc. Donc je développais. Déjà, c'est un jeu dans lequel tu as des gardes. Hein. Tu peux avoir des gardes des entrées. La manière dont tu démarres le jeu, tu te positionnes dès le départ, c'est ce qu'on appelle des gardes ou des entrées. Tu vois ça un peu comme une garde que tu pourras avoir dans le Jiu-Jitsu. Hein. Tu sais, une garde de l'arrière, etc. Tu as des mecs qui sont vraiment des spécialistes, enfin des pros, des joueurs pros qui chacun a sa garde, son truc. Donc, il y a vraiment pareil, une personnalité que tu peux exprimer à travers ce sport. J'adore aussi le fait que tu te retrouves des fois acculé. Tu sais, tu as des pions en moins et tu arrives à, malgré le fait que tu sens que le mec a une avance, tu arrives dans la défaite à réfléchir de manière optimale pour trouver le truc, ce qui serait la technique en Jiu-Jitsu, qui te permettent de défendre, de revenir et de reprendre le lead éventuellement. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, hein. Les techniques de fourchette par exemple, je sais pas si tu vois ce que c'est, tu mets une pièce qui en menace deux en même temps, le clouage, tu mets une pièce qui bloque une autre pièce et il peut pas la bouger sous réserve que tu bouffes une autre pièce qui est encore plus importante ou que tu le mettes en échec. Voilà, il y a vraiment plein de choses que je trouve qui sont en analogie avec notre sport, même si je relativise quand même l'aspect technique en Jiu-Jitsu, où l'aspect technique il se fait plus à l'entraînement qu'à la compète, dans le sens où la compète normalement tu es en mode automatique. En compète tu te dis pas il a fait ça, ta réflexion elle est quand même presque instantanée, mais je pense qu'à un certain niveau aux échecs c'est pareil aussi. Ouais. Les mecs ont tellement répété à l'entraînement que... tu parlais des ouvertures, moi j'ai pas mal joué aux échecs et les ouvertures en fait aux échecs c'est du par cœur, c'est-à-dire que tu vas faire ton enchaînement, tu vas poser tes pions, si le gars il suit pas le chemin qu'il doit suivre, il fait une erreur, il se fait déglinguer. Voilà. Et en fait t'as un peu le même genre de principe au jiu-jitsu, c'est-à-dire qu'une fois que t'as mis tes mains et que t'as ta garde, normalement si lui il fait la moindre erreur de positionnement qui sort un peu des clous, il va se faire sanctionner. Là c'est exactement le même principe aux échecs et au jiu-jitsu. Alors je précise quand même que toi et Maxime vous avez beaucoup plus, mais alors beaucoup plus joué. Moi à une époque vous étiez vraiment fan d'ailleurs. Hein. Oui. Tu jouais d'ailleurs sur Yahoo Chess, je me rappelle. Ouais. Alors c'était très bien ça parce que ça permettait déjà tu pouvais te confronter à des pros et tu as un classement qui avait un vrai sens quoi en fait. Hein. Classement presque officiel on va dire entre guillemets. Ouais. Et tu jouais la nuit notamment pour jouer avec les Américains qui sont là où il y a le plus de joueurs. Mais c'est vrai que toi, ouais, t'as beaucoup joué hein, à une époque. Je sais que toi et Maxime, vous étiez à fond. Hein. Ah ouais, non, je jouais beaucoup. J'aimais beaucoup. Ouais, j'ai eu une phase où vraiment j'étais à fond. Hein. Comme tu dis, moi, je connaissais des entrées par cœur. J'apprenais les trucs. Hein. J'apprenais des séquences par cœur. Ouais, vraiment.
Et justement, je me suis souvent fait, pour avoir pas mal joué aux échecs, je me suis souvent fait le parallèle entre les échecs et le jiu-jitsu. Et justement, ce que j'aime dans le jiu-jitsu par rapport aux échecs, c'est que t'as encore plus de facteurs. C'est-à-dire qu'au jiu-jitsu, tu vas avoir le coup de force que tu vas mettre parce que d'un coup, tu vas t'exploser, tu vas sortir L'aspect tout ce physique que en t'as. plus. Ouais, physique et le cœur. C'est-à-dire que tu peux mettre un coup de cœur de mental, tu Ouais. vois, qui peut te sortir d'un gros truc. Aux échecs, il n'y a pas de coup de mental. tu Si, il y a quand même, je pense, excuse-moi. vois. Enfin, de coup de hein, cœur, tu vois. de- Ouais, non, mais le mental, il peut y avoir. hein, parce Ah, le que, mental, oui. c'est-à-dire que Ouais, c'est sûr. tu peux te retrouver acculé et Ouais. arriver à Et négocier un croire. match nul. Ouais, exactement. Ça, tu peux t'en sortir en Ouais. ayant vraiment. Alors que ton adversaire a un avantage Ouais. considérable. Non, mais le mental est extrêmement important aux échecs. Hein. Autant, peut-être même encore plus qu'au jiu-jitsu. Non, quand je parlais de mental et de cœur, c'est vraiment le coup. Tu Oui, je vois ce que t'arraches tu veux dire, pour aller chercher Oui. le point, l'avantage. Tu vas Bien mettre sûr. toute ta force, tu vas te tuer sur un mouvement. Ça, tu vois, c'est un truc qui me manquait un peu aux échecs, tu vois, et que je trouvais dans le jiu-jitsu, tu vois. Mais bon, moi je me suis remis un peu dernièrement, j'ai pas mal joué dernièrement et je trouve que c'est vraiment. Moi j'aime vraiment me mettre dans un exercice de ce type-là en me disant, bon bah là je fais la partie jiu-jitsu mais sans transpirer, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et bon, ça remplacera jamais, hein, mais ça peut être complémentaire, ça peut être quelque chose. Après, c'est comme tout, faut du temps et malheureusement, Ouais, c'est ça. c'est ce dont je manque le plus, le temps. Juste pour info, tu sais combien il y a de coups possibles aux échecs, combien il y a de parties possibles? Oula, je sais pas, ça doit être quasi infini parce que après les pièces peuvent tourner en rond, je sais pas, ça doit être difficile. Non, bah, sans compter les. Je sais pas, c'est des puissances ça doit être tellement énorme là que. Ça dépasse le Google. Le Google, c'est 10 puissance 100. Ouais. C'est un 1 avec 100 zéros derrière. Ouais, non, D'accord? Et c'est 10 puissance 120, Ça les m'étonne échecs. pas parce que. C'est estimé à 10 puissance 120. Ouais. Donc autant vous dire que voilà, c'est un peu comme les techniques en jiu-jitsu. Il y avait. C'est- On est presque sur. Voilà, J'avais entendu une technique histoire. affine. Hein, comme quoi, ouais, il y avait autant de coups possibles aux échecs que d'atomes dans l'univers. Oui, J'avais oui, entendu ça. j'ai déjà lu ça aussi, ouais, effectivement. Un truc moi qui m'a beaucoup intéressé aussi dans l'histoire des échecs, c'est les confrontations qu'il y a pu. Alors c'est pas seulement que dans les échecs, hein, c'est les confrontations qu'il y a pu avoir entre les machines, les ordinateurs, les programmes plus précisément, hein. Programmes Deep Blue. soutenus. Voilà, Deep Blue soutenu par il y a le programme, mais voilà, et derrière il y a le constructeur Le sponsor. de microprocesseurs Mhm. qui fait son taf aussi. Faut savoir que Deep Blue, il y a eu une confrontation dans les années 90. Alors là, je te dis tête parce que j'ai pas pris de note là-dessus. Je sais juste que Deep Blue, c'est la faculté de 200 millions de positions, de calculer, d'évaluer 200 millions de positions par seconde. Mhm. Tu vois. Donc largement plus que ce qu'est capable de faire le cerveau humain. Ouais. Et quand je dis largement, c'est largement plus. Ouais. J'ai pas les chiffres en tête pour le Ouais. cerveau humain, mais c'est incomparable. Ouais. Et malgré tout, il y a une confrontation avec Kasparov dans les années 90. Ouais. 90 pardon. Il y a eu 3 confrontations, si je dis pas de conneries. La première, Kasparov a gagné. La deuxième, Deep Blue a gagné. Et le troisième, je sais plus si ça a été arrêté au milieu ou s'il y a eu match nul. D'accord. Mais bref, moi ce qui me sidère, alors à l'époque, évidemment, il y a des gros lobbies derrière d'industriels. Voilà, ce qui va revenir, c'est que la machine a battu l'homme, même si là en l'occurrence il y a égalité. Mhm. Mais moi, c'est pas ce que je retiens. Moi, je retiens que l'homme a battu la machine, moi. Et c'est pareil sur le cas de Lysidol. Lysidol, t'as suivi ça? Non, je fais. Lysidol, c'est l'équivalent de Roger Federer, mais ou de Roger Gracie même, mais dans le jeu de Go. Ah oui, d'accord. C'est un Coréen. Oui. C'est le meilleur au monde de très loin. Et il s'est fait battre aussi, non? Il s'est fait battre, mais il a gagné une partie. Ouais. Et rien que ça, moi, ça me tue. Tout le monde a parlé de la défaite de Lysidol. Ouais. Ouais, ça y est, c'est fini, la machine. Ouais. la machine. Mais comment un homme arrive à battre une machine qui calcule beaucoup plus de coups? Ouais. Bon, il y a plein d'explications. Ouais, Il y a déjà... je pense que l'homme doit avoir un travail D'inconscient. Ouais, d'inconscient, de Et sélection. ça joue énormément. Il va parce pas que tout calculer. la machine calcule tout. L'homme, il y a le facteur inconscient. Feeling. Le feeling. Le feeling, c'est tellement à l'intérieur de lui. Et ça, là, pareil, je fais parler avec le Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, au bout d'un moment, à un certain niveau, assez rapidement même, hein, t'as tellement pratiqué, c'est tellement à l'intérieur de toi que tu sais, même contre un mec que t'as jamais affronté, tu sais que mettre ta main ou ton poids de telle sorte, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce côté que si une machine, tu construisais une machine qui combat en jiu-jitsu, elle calculerait tout.
Toi, tu le calcules pas. C'est un peu le même principe. Ouais, bien sûr. Et moi, ça me sidère. Et moi, ce que je retiens de la confrontation qu'il y a pu avoir entre AlphaGo, donc le logiciel, qui est un logiciel deep learning en plus, un logiciel qui apprend en fonction de ça. Plus il joue, plus il apprend, plus il s'améliore. Donc c'est vraiment, il y a toutes les dernières technologies, toutes les avancées technologiques actuelles qui fait qu'effectivement, ça devient en théorie impossible. Bah, Lysidol, sur 7 rencontres, il a réussi à en gagner une quand même. Et moi, ça me troue le cul, entre guillemets. Bah, Et ça- je trouve que... Ça, à mon avis, ça te le trouvera pas 2 fois parce que la prochaine fois, il Bah peut-être, n'en mais... verra aucune. Ouais, d'accord. Mais, Mais ouais, il aura c'est- c'est vrai. mais non, mais il a réussi à gagner un match. Et moi, ça, je trouve que c'est ça dont on aurait dû parler. Parce que moi, j'ai aucun doute qu'un jour, la machine sera... Ouais. Voilà, au bout d'un moment, on arrivera à un point où c'est fort. Je pense, hein. Peut-être que je me trompe, hein, on n'a pas de certitude là-dessus. Voilà, donc je voulais le mind game, c'est vraiment pour moi c'est vraiment le jiu-jitsu, c'est du mind game déjà. Ah c'est ouais. c'est un sport intellectuel, c'est ça qui nous a plu, c'est que toi moi Maxime, on le dit à chaque fois, à la base on n'est pas très athlétique. Non. On n'a pas un cardio extraordinaire. Bon, on a du cardio, on a de la force et tout. On va pas se voilà, tout jeter dans ce qu'on est. Ouais. Mais c'est ce qui nous a plu, je pense, c'est ce côté psychologique, intellectuel, Ouais. et à travers lequel on s'est retrouvé en fait. Voilà, donc jouer aux échecs, je pense que ça peut être pas mal pour voir autrement notre activité du sport. Et cette analogie, on n'est pas les seuls à la faire. Hein. Ouais. C'est pas pour rien qu'il y a un club qui s'appelle Checkmat aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est qu'il y a plein de gens, d'autres personnes qui voient le lien entre les deux activités. Je pense qu'il y a un autre sport auquel le jiu-jitsu doit être pas mal connecté, c'est le surf. Je dis ça parce que, bon, c'est quelque chose qui est connu, hein, qui ressort souvent, il y a beaucoup de surfeurs qui font du jiu-jitsu et inversement. Moi je connais pas, j'ai jamais fait de surf. Mais souvent quand tu commences à beaucoup combattre, tu ressens les mouvements de ton adversaire. Et j'imagine que quand tu fais beaucoup de surf, au bout d'un moment tu commences à comprendre l'eau. C'est-à-dire à ressentir le mouvement de l'eau, la force, là où ça va aller, là ça va pas aller. Au final, c'est beaucoup plus de feeling que de pure technique, le surf à mon avis. Hein. À mon avis, hein, je connais rien. Hein. Mais moi, au bout d'un moment, à force de beaucoup combattre, quand je combats contre les gens, je sens où ils vont mettre la force, où ils vont être faibles, ce qu'ils vont faire. Tu as une lecture en fait du combat, tu as même une lecture du corps de ton adversaire Exact. qui n'est plus Je de vois l'ordre tout à de fait la ce que tu veux technique, mais qui devient de l'ordre du ressenti. Ouais. Et au bout d'un moment, tu vois, je me dis, ça, c'est pas vraiment de la technique, c'est à force de pratiquer, tu sens les choses. Tu as cette espèce de sensation C'est vrai. qu'à mon avis, tu vas retrouver un truc dans une discipline comme le sport, comme le surf, excuse-moi, où là, tu ressens la vague, tu vois, tu ressens la mer, tu ressens le truc, quoi. I'm happy as I am, 'cause I'm leaving. Days will be the same in a different way. Going to a place where I used to stay. Right is something new, and this home I know. We'll be alright. See you sometime. This country love won't die in the city. We'll be alright. See you sometime. This country love won't die in the city. We'll be alright. See you sometime. This country love won't die in the city. We'll be alright. See you sometime. Country that won't die in the city. Bon, on arrive à la fin de ce BJJ Corner numéro 3, Thibaut. Ouais, on a réussi. On a réussi, ouais, bah, ça va, ça s'est bien passé. T'as pas trop critiqué, hein, t'as réussi Ouais. à te retenir. Je suis resté zen. Il y a un truc dont je voudrais te parler, dont on n'a pas parlé, et puis on est en plein dedans, et c'est quand même dommage de pas en parler, parce que c'est Parlons-en.
c'est quand même lié indirectement, mais quand même un peu lié avec notre sport, c'est la Coupe du Monde de football. Et tu sais, je regarde un peu, moi, le lien c'est par rapport au Brésil, hein, le Brésil qui a gagné 5 fois, voilà, le jiu-jitsu brésilien. Le lien, enfin, la chose dont je voudrais te parler, moi, c'est qu'il y a quelque chose que j'adore dans la Coupe du Monde, moi, et qu'on ne retrouve pas dans le jiu-jitsu, et que j'aimerais bien qu'on retrouve, c'est, pour moi, notamment la finale de la Coupe du Monde, je crois qu'il n'y a rien de plus fort au monde. Il n'y a rien qui cristallise autant les tensions, qui focalise autant l'attention là-dessus. C'est tellement fort ce qu'il y a à la Coupe du Monde, la finale. C'est tout le pays qui s'investit pour regarder, pour être derrière les joueurs, etc. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on trouve dans le jiu-jitsu. Bon, on ne trouvera jamais, hein, parce que c'est pas fait pour être comme ça. Mais il faut reconnaître quand même la puissance de la Coupe du Monde de football, la finale. C'est un truc de dingue. Ah ouais, c'est un truc de... Il n'y a rien de plus fort, je crois. C'est inégalable. En termes de sensation, je pense que gagner la Coupe du Monde, je pense qu'il n'y a rien d'équivalent. Ah, c'est sûr, mais bon, le problème de notre sport, c'est que c'est pas comme le foot. C'est pour comprendre, c'est pas toujours simple. Visuellement, c'est malheureusement pas très accessible. Et c'est vrai que je pense que c'est un frein au développement de notre sport. Le fait que voilà, ça passera selon moi jamais à la télé, qu'on n'aura donc jamais ce support, etc. Mais bon, si ça peut nous épargner toute la connerie qu'il peut y avoir autour du foot. Ouais, je suis d'accord, mais j'aimerais bien ressentir ce qu'on peut ressentir dans une finale de Coupe du Monde à travers notre sport. Ce serait vraiment l'apothéose. Peut-être avec le MMA un jour. Mais... Ouais, non, je crois même pas. Je pense qu'on a atteint. Il y a la notion de pays derrière, tu sais, il y a quelque chose de fort. Enfin voilà, bon bah écoutez, continuez à vous entraîner, hein, regardez le foot, et puis on se revoit quand? On fait ça dans 2 semaines? Ah bah, avec plaisir. Ah, dans 2 semaines. Ciao tout le monde. Os. Os.